J'ai emmené ma femme à une soirée. Elle est partie avec un autre homme parce qu'il était riche. Il m'a jeté un billet de 1 euro et m'a dit « Je m'occuperai bien d'elle ce soir ». Le lendemain, ma femme infidèle a découvert que sa clé n'entrait plus dans la serrure, et son amant l'a appelée en hurlant « Tu ne m'avais pas dit que ton mari était ». Mon nom est Darren Hall, j'ai 46 ans, et j'ai le genre de vie qui semble ennuyeux sur le papier, mais qui est plutôt satisfaisant quand on la vit. Je suis propriétaire de Old Custom Smoker, une entreprise basée au Tennessee, spécialisée dans la transformation de l'acier froid et sans vie en magnifiques fosses à barbecue pit, qui font pleurer de joie les hommes adultes. Nous ne parlons pas de ces tristes petits barbecues au propane que vous achetez chez Castorama et qui vous font croire que vous êtes un maître du grill. Non, monsieur. Je construis le genre de fumoir qui pourrait servir d'installation d'art moderne si l'art moderne servait réellement un objectif au-delà de confondre les gens dans les galeries. Ces gros bébés sont des tanks, soudés sur mesure, des monuments conçus avec précision pour l'art sacré de la cuisson lente. Je construis des fosses à barbecue pour les gens qui croient sincèrement que la poitrine de bœuf, brisket, n'est pas seulement de la nourriture. C'est un choix de vie complet, une philosophie, peut-être même une religion si l'on regarde attentivement. J'ai de la graisse permanente sous les ongles qu'aucun savon fantaisie ne peut complètement enlever. Et honnêtement, j'ai cessé d'essayer. C'est comme un insigne d'honneur à ce stade, la preuve que je travaille réellement pour gagner ma vie au lieu de juste assister à des réunions sur des réunions. J'ai une hypothèque que j'ai remboursée 3 ans en avance, ce qui me rend apparemment une sorte de licorne dans cette économie. J'ai 4 enfants qui oscillent entre me considérer comme un demi-génie et une honte complète, selon que je répare leur voiture ou que j'essaie d'utiliser TikTok. Et jusqu'à il y a environ une semaine, je pensais sincèrement que j'avais ce que l'on pourrait appeler un mariage parfait, ou du moins le genre de mariage qui rendait bien sur les photos de cartes de vœux, si bien que personne ne posait de questions inconfortables à l'église. Ma femme Miranda enfin, je suppose que je devrais commencer à dire ma future ex-femme Miranda pour m'habituer au goût de ces mots et belle d'une manière élégante et soignée qui suscite à la fois l'admiration et la haine des autres femmes. Elle a de l'ambition à revendre. Le genre de détermination qui pourrait alimenter une petite ville si nous pouvions trouver comment la connecter au réseau électrique. Elle travaillait dans le marketing d'entreprise pour une société de technologie dont le nom semblait avoir été généré par une IA en pleine crise, faisant des choses avec la synergie de marque et l'intégration verticale que je n'ai jamais vraiment comprise, malgré qu'elle me l'ait expliqué environ 700 fois. Cette femme pouvait s'extirper d'un vol à main armée. Elle aurait probablement convaincu le voleur d'investir dans une propriété à temps partagé au passage et qu'il la remercie pour l'opportunité. Elle avait cette manière de faire des saltos et des roues homo jusqu'à ce que les gens acceptent simplement tout ce qu'elle disait par pur épuisement. Je pensais que nous formions un couple logique, vous savez, comme le beurre de cacahuète et la confiture, ou le bourbon et les mauvaises décisions. Je gérais la fumée et le feu, les choses tangibles que l'on pouvait toucher, sentir et goûter. Elle s'occupait des clients et des cocktails, de l'ascension sociale et des événements de réseautage qui me démangeaient les dents. Je construisais des choses avec mes mains dans un atelier qui sentait le métal et l'huile moteur. Elle construisait des partenariats stratégiques dans des salles de conférences qui sentaient le tapis coûteux et les rêves brisés. Je pensais que nous nous équilibrions mutuellement. Le gars au col bleu qui gardait les pieds sur terre et la femme au col blanc qui nous maintenait de classe. J'étais la substance. Elle était le style. Ensemble, nous étions censés être inarrêtables. Mon atelier est mon sanctuaire, mon endroit heureux, le seul endroit sur Terre où tout a un sens. C'est un bâtiment métallique de 140 mètres carrés derrière notre maison ma maison maintenant. Nous y viendrons. Il est rempli d'équipements de soudage, de tôles d'acier et de fumoirs à moitié finis à différents stades d'achèvement. Le sol en béton est taché par des décennies d'huile et d'étincelles, et il y a une radio dans le coin qui ne joue que du rock classique parce que je ne vais pas soumettre mes outils électriques au mumble rap. J'ai un établi plus ancien que mon fils aîné, couvert d'outils que j'ai collectionnés pendant 25 ans à me soucier réellement de l'artisanat. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à prendre du métal brut et à le transformer en quelque chose de beau et fonctionnel. Quelque chose qui me survivra et qui finira peut-être même comme héritage familial, si mes enfants ne le mettent pas au clou pour de l'argent de bière. Les enfants sont la seule partie de ce mariage qui a parfaitement réussi.
Noah a 18 ans, il se dirige vers une école de commerce à l'automne parce qu'il est assez intelligent pour comprendre qu'un diplôme de philosophie est juste un moyen coûteux de finir par gérer un Starbucks. Il a ma taille et les pommettes de sa mère, ce qui signifie qu'il va briser des cœurs, et je l'espère, quelques limitations de vitesse de manière responsable. Les jumeaux, Marcus et Maya, viennent d'avoir 15 ans et sont actuellement dans cette phase délicieuse où ils pensent que tout ce que je dis est stupide jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent ou d'être emmenés quelque part. Marcus veut être un joueur professionnel, ce qui, je suis presque sûre, n'est pas un vrai métier. Mais qui suis-je pour écraser des rêves ? Maya s'intéresse aux sciences de l'environnement et me fait la leçon sur mon empreinte carbone tout en prenant des douches de 40 minutes. Et puis il y a Hazel, ma petite dernière de 12 ans, qui pense toujours que j'ai accroché la lune et les étoiles. Et j'appréhende le jour où elle réalisera que je ne suis qu'un gars qui est très bon en soudure et en blagues de papa. Pendant des années, j'ai assisté aux événements de l'entreprise de Miranda, j'ai souffert de conversations polies avec des gens dont l'idée de travail acharné était une formule Excel difficile, et j'ai souri pendant qu'ils me demandaient ce que je faisais vraiment, comme si la construction de fumoirs personnalisés était une sorte de passe-temps que je faisais entre de vrais emplois. Mais vers la 5e année de notre mariage, je suis devenue son plus personne. Elle a cessé de m'inviter aux fêtes de fin d'année, aux retraites d'entreprise, aux dîners de remise de prix où tout le monde se félicitait d'avoir fait le strict minimum. Elle disait que je ne correspondais pas à la culture, que mes blagues étaient trop col bleu, que je mettais ses collègues mal à l'aise parce que je leur demandais d'expliquer ce qu'ils produisaient réellement à part des présentations PowerPoint et des mots à la mode. Alors, je suis restée à la maison, j'ai travaillé sur mon entreprise, j'ai entraîné la petite ligue, et je me suis convaincue que sa gêne à mon égard était en quelque sorte normale, peut-être même saine. Après tout, les opposés s'attirent, n'est-ce pas ? Jusqu'à mardi soir dernier, lorsqu'elle est entrée dans mon atelier où je finissais un fumoir offset personnalisé pour un client à Atlanta et a dit quelque chose qui a rendu ma torche de soudage plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être. Tu dois venir à la fête de mon entreprise cette année. Pas, j'aimerais que tu viennes, ou, je veux que tu sois là. Elle a dit devoir, comme si j'étais un accessoire dont elle avait besoin pour compléter une image qu'elle était en train de peindre. Ce qui était étrange d'un point de vue cosmique, étrange de manière suspecte, parce que pendant les 5 dernières années, j'avais été spécifiquement non invitée, la persona non grata, le mari dont on ne doit pas prononcer le nom. Et quand votre femme veut soudainement que vous soyez à la fête qu'elle a passé une demi-décennie à vous interdire, eh bien, ce n'est pas une invitation. C'est un drapeau rouge de la taille du Texas agitant au vent, peut-être même en feu. J'aurais dû savoir à ce moment-là que quelque chose brûlait, et ce n'était pas seulement la poitrine de bœuf. L'événement avait lieu à l'hôtel Belgrave Grand, le genre d'établissement où ils ont un gars dont le seul travail est de vous ouvrir les portes, comme si vous aviez soudainement oublié comment fonctionnent les poignets juste parce que vous portiez des chaussures coûteuses. Cet endroit dégoulinait du genre de richesse qui donne envie de vérifier son compte en banque juste pour s'assurer qu'il ne s'est pas suicidé de honte. Le hall avait des sols en marbre si brillants que vous auriez pu y faire de la chirurgie, et des lustres en cristal accrochés au plafond coûtaient plus cher que mon premier camion, cette vieille Ford F qui m'a accompagnée pendant mes 20 ans et m'a appris que le ruban adhésif était effectivement une solution mécanique valable. J'ai mis mon meilleur costume, le gris anthracite que j'avais acheté pour les funérailles de mon père il y a 3 ans et que j'avais porté exactement 2 fois depuis, les 2 fois sous la contrainte. Il avait encore les étiquettes du pressing agrafées à la poche intérieure. Miranda avait insisté pour que je me coupe les cheveux, alors j'étais allée chez mon barbier habituel, un Vietnamien de 60 ans nommé Tommy, qui facturait 14 € et racontait les mêmes 3 blagues à chaque fois, au lieu du salon à 65 € qu'elle avait suggéré. Mes chaussures étaient cirées. Mon parfum était le bon, celui de Noël il y a 2 ans. Et j'avais même taillé ma barbe pour qu'elle ne crie pas, je vis dans une cabane et je fabrique de l'eau de vie. J'étais présentable, bon sang. Même si j'avais l'impression d'être un ours que quelqu'un avait forcé à enfiler un smoking pour un numéro de cirque. Miranda portait une robe rouge qui aurait pu provoquer des accidents de voiture, peut-être même un carambolage avec des victimes. C'était le genre de robe qui donnait envie à toutes les autres femmes de la pièce de la devenir ou de la détruire, avec très peu de terrain d'entente. Le tissu l'épousait de manière à me rappeler pourquoi je l'avais épousé en premier lieu, quand j'avais 23 ans et que je pensais qu'être jolie et ambitieuse était la même chose qu'être une bonne personne.
Ses talons étaient si hauts que j'étais sincèrement préoccupée par sa capacité à fuir en cas d'urgence, mais elle marchait avec eux comme si elle était née en portant des échasses. Elle avait passé 2 heures à se maquiller et à se coiffer, ce qui semblait excessif jusqu'à ce que nous entrions et que je réalise que tout le monde ici avait l'air de sortir d'une publicité de magazine pour des choses que je ne pouvais pas me permettre et que je ne voulais pas. La salle de bal était bondée de collègues de Miranda. Tous habillés comme s'ils assistaient aux Oscars au lieu d'une fête d'entreprise de fin d'année à Nashville. Il y avait un bar ouvert servant des alcools haut de gamme, ce qui expliquait pourquoi tout le monde semblait si enthousiaste d'être là. Des serveurs en gants blancs glissaient avec des plateaux de petite nourriture qui ressemblaient à des projets artistiques. De petites tours de quelque chose sur quelque chose d'autre arrosées d'un troisième quelque chose qui était probablement de l'huile de truffe, parce que les riches sont légalement tenus de mettre de l'huile de truffe sur tout. J'ai attrapé un verre, une sorte de whisky qui avait l'air de coûter plus cher l'once que l'or, et j'ai fait de mon mieux pour ne rien casser de coûteux ou d'établir un contact visuel avec quelqu'un qui voudrait discuter des bénéfices trimestriels ou de ce dont ces gens parlaient quand ils n'étaient pas au travail. Miranda s'est immédiatement transformée en son personnage de travail, ce qui était comme regarder Clark Kent devenir Superman, sauf qu'au lieu de combattre le crime, elle se battait pour le statut social. Elle riait plus fort, touchait davantage les bras des gens et utilisait des phrases comme « faire le point » et « faire bouger les aiguilles », sans aucune trace d'ironie. Je me tenais à côté d'elle comme un meuble, souriant poliment pendant qu'elle me présentait à divers collègues dont j'oubliais immédiatement les noms après les avoir entendus. « Voici mon mari, Darren », disait-elle avec le même enthousiasme que vous utiliseriez pour présenter votre comptable ou votre podologue. Il construit des fosses à barbecue. Et puis elle faisait rapidement pivoter la conversation loin de moi avant que quiconque ne puisse poser de questions de suivi, comme si j'étais un fait embarrassant qu'elle devait reconnaître, mais sur lequel il ne fallait pas s'attarder. J'étais en train de siroter mon 2e verre et d'envisager sérieusement à quelle vitesse je pouvais simuler une urgence médicale quand il est apparu. Gavin Cross s'est matérialisé hors de la foule comme un méchant de film qui sait que la caméra est braquée sur lui. Ce type était tout ce que je n'étais pas. Poli, lisse, le genre de beau gosse qui vient de bons gènes et de meilleurs produits de soins de la peau. Ses cheveux étaient parfaits, comme s'il venait de quitter le plateau d'une publicité de shampoing, pas une seule mèche déplacée malgré le fait que c'était décembre et que statistiquement, quelqu'un dans la pièce aurait dû générer de l'électricité statique. Il avait un sourire qui était probablement décrit comme « ravageur » sur son profil d'application de rencontre. Le genre de sourire qui vous donnait envie de le frapper avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et il avait cette marque particulière de confiance qui ne vient que de ne jamais avoir eu à assembler des meubles IKEA de sa vie. Ne jamais avoir lutté avec une clé Allen à 2 heures du matin en remettant en question chaque décision que vous avez jamais prise. Tout le visage de Miranda a changé lorsqu'elle l'a aperçu. Je parle d'une transformation complète, comme si quelqu'un l'avait branchée sur une prise électrique et l'avait réglée sur 11. Elle s'est illuminée plus fort que notre arbre de Noël, ses yeux pétillant d'une manière qu'ils n'avaient certainement pas fait en me regardant ces derniers temps. Ils avaient cette connexion instantanée, cette familiarité confortable qui m'a fait tomber l'estomac, comme si je venais de rouler trop vite sur une colline. Ils riaient de blagues privées, chuchotaient des commentaires qui n'étaient pas destinés à être entendus par d'autres, et agissaient généralement comme s'ils étaient les 2 seules personnes dans la pièce. J'aurais aussi bien pu être une plante décorative, quelque chose de vert et d'ennuyeux dans le coin que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il meure et commence à sentir bizarrement. Gavin a à peine reconnu mon existence pendant les 10 premières minutes. Il m'a serré la main avec le genre de poignée qui essayait trop fort de prouver quelque chose et a dit « Oh, vous êtes le mari », comme si j'étais un personnage secondaire dont il avait entendu parler, mais qu'il ne s'attendait pas à rencontrer réellement. Puis il a reporté son attention sur Miranda, complimentant sa robe, ses cheveux, sa récente présentation qui avait apparemment été un succès d'une manière que je ne comprenais pas et dont je ne me souciais pas. Il parlait de travail, de campagne et de stratégie, et d'un projet sur lequel il collaborait et qui nécessitait beaucoup de nuits tardives au bureau. Mon système d'alarme interne hurlait plus fort qu'un détecteur de fumée avec des piles mourantes. Mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, peu sûr de moi, peut-être même jaloux sans raison valable. Puis c'est arrivé. Le moment qui allait tout changer. Le moment que je rejouerais dans ma tête environ 1000 fois au cours de la semaine suivante. Gavin s'est tourné vers moi avec ce sourire suffisant,
a fouillé dans son portefeuille avec le genre de confiance désinvolte qui me donnait envie de mettre le feu à quelque chose, et a fait glisser un seul billet de 1 euro sur la table dans ma direction. Il a atterri juste devant mon verre. Gavin s'est penché en arrière sur sa chaise, a drapé son bras avec désinvolture près des épaules de Miranda sans tout à fait la toucher, ce qui, d'une certaine manière, rendait les choses encore pires, et a dit « Ne t'inquiète pas, champion. Je m'occuperai bien d'elle ce soir. » La table a éclaté de rire. Les collègues de Miranda, ces gens que je n'avais jamais rencontrés et que je ne reverrai probablement jamais, riaient comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Miranda elle-même a eu la décence d'avoir l'air gênée pendant environ une demi-seconde avant de se joindre à eux. Son rire se mêlant à celui de tout le monde, créant ce chœur de moquerie qui m'a fait bourdonner les oreilles. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, Gavin », sur ce ton que les gens utilisent quand ils pensent que quelque chose est inapproprié mais hilarant. Une autre personne, un type en costume qui coûtait probablement ce que je gagne en un mois, a giflé la table et a halté comme s'il était en train de mourir. Je suis resté assis là pendant ce qui m'a semblé 1 heure, mais qui n'était probablement que 3 secondes, regardant ma femme rire d'une blague sur un autre homme s'occupant d'elle, la regardant traiter ses collègues comme si j'étais la chute d'une histoire qu'ils avaient tous comprise sauf moi. Le billet de 1 euro était posé là sur la table, froissé et insultant, une représentation physique de ce que ce type pensait que je valais. La partie rationnelle de mon cerveau me criait de rester calme, de ne pas faire de scène, de me souvenir que les accusations d'agression étaient coûteuses et que mes enfants avaient besoin de leur fonds universitaire. Mais il y a une limite à ce qu'un homme peut supporter avant que quelque chose à l'intérieur de lui ne se brise, comme un fil tendu trop serré. J'ai pris ce billet de 1 euro, je l'ai plié soigneusement en 4 avec des mains étonnamment stables compte tenu de la rage qui remodelait actuellement mes organes internes, et j'ai regardé Gavin directement dans son visage suffisant et frappable. « Merci », ai-je dit, ma voix calme et assez claire pour que les tables voisines se taisent. « C'est l'acompte pour tes futurs frais d'hospitalisation. » Le rire est mort plus vite que mon respect pour ma femme. Le sourire de Gavin a vacillé pendant juste 1 seconde avant qu'il ne se reprenne, essayant de faire comme si j'avais fait une blague au lieu d'une promesse. Le visage de Miranda est devenu pâle, puis rouge, faisant un cycle de couleurs comme un feu de signalisation en crise d'identité. Je pouvais sentir tous les yeux dans notre section de la pièce fixés sur moi. Je pouvais pratiquement entendre les moteurs à rumeur monter en régime pour la conversation autour de la machine à café du lundi matin. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume avec le genre de calme délibéré qui semblait probablement plus menaçant que n'importe quel éclat n'aurait pu l'être, et je suis sorti de cette salle de bal avant de commencer une seconde carrière en agression aggravée. Derrière moi, j'ai entendu Miranda m'appeler, mais sa voix sonnait lointaine et sans importance, comme une station de radio s'éteignant alors que vous vous éloignez de la ville. J'ai donné mon ticket de voiturier au gamin à l'avant, je lui ai donné un pourboire de 20 euros parce qu'il avait l'air nerveux à cause de mon énergie, et je me suis assis dans mon camion avec le moteur en marche pendant 5 bonnes minutes avant de me faire confiance pour conduire. Ce billet de 1 euro était toujours dans ma poche, et il me semblait qu'il me brûlait un trou dans mon costume. Miranda n'est pas rentrée cette nuit-là. Je le sais parce que je suis resté éveillé à regarder l'allée comme un psychopathe dans un film de harceleur. Sauf qu'au lieu d'être effrayant, j'étais juste un gars réalisant lentement que son mariage tournait en rond comme des cheveux dans une douche que personne n'avait pris la peine de nettoyer. Je me suis assis dans mon atelier à 3 heures du matin, portant le même pantalon de costume de la fête, mais avec un vieux t-shirt de Metallica à la place de la chemise boutonnée Fantasy, soudant de l'acier ensemble avec le genre d'agression concentrée qui aurait probablement dû m'inquiéter. Il y a quelque chose de thérapeutique dans la soudure quand on est en colère. La pluie d'étincelles, l'odeur du métal chaud, le fait que vous créez quelque chose au lieu de détruire quelque chose, ce que chaque fibre de mon être voulait faire au visage de Gavin Cross. Mon téléphone était posé sur l'établi, obstinément silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas même un de ces messages, ne m'attendez pas, qui reconnaissent au moins que vous êtes marié à un autre être humain qui pourrait se demander où vous êtes. J'ai essayé de l'appeler 2 fois vers minuit, et les 2 fois, cela a sonné directement sur la messagerie vocale, ce qui signifiait qu'elle avait soit éteint son téléphone, soit laissé la batterie mourir. Et aucune option n'était particulièrement rassurante étant donné les circonstances. J'ai laissé un message, en le gardant simple, « Où es-tu ?
Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, je ne lui ai pas donné de munitions pour qu'elle puisse prétendre plus tard que j'étais contrôlant ou paranoïaque. Juste 3 mots, calme et raisonnable. Le genre de question qu'un mari devrait pouvoir poser à sa femme à minuit sans que ce soit considéré comme un crime fédéral. L'atelier était glacial parce que décembre au Tennessee se fiche de votre crise émotionnelle. Mais j'ai continué à travailler de toute façon, finissant un fumoir personnalisé pour un client à Memphis qui avait payé un supplément pour des détails gravés à la main. Mes mains savaient quoi faire même quand mon cerveau tournait comme une roue de hamster alimentée par la rage et l'incrédulité. Je n'arrêtais pas de rejouer la fête dans ma tête, regardant cette scène encore et encore comme un mauvais film que je ne pouvais pas éteindre. La façon dont elle avait ri de la blague de Gavin. La façon dont elle l'avait regardé avec quelque chose dans les yeux qu'elle me réservait autrefois, quand nous étions jeunes et stupides et pensions que l'amour suffisait pour construire une vie. La cruauté désinvolte de ce billet de 1 euro et le fait qu'elle ne m'avait pas défendu, n'avait pas dit un seul mot pour mettre fin à ce manque de respect. J'ai pensé à appeler un de mes amis, peut-être Rick, qui vivait 3 rues plus loin et était toujours bon pour une bière et des conseils solides, mais il était 3 heures du matin. Et aussi, il y a quelque chose de profondément humiliant à admettre à un autre homme que votre femme est peut-être en train de vous tromper. Cela ressemble à un échec, comme si vous ne pouviez pas maintenir votre propre maison en ordre, ne pouviez pas retenir la femme à qui vous aviez promis l'éternité. La fierté est une chose drôle. Elle vous gardera silencieux même lorsque vous vous noyez. Elle vous fera sourire et saluer sous l'eau pendant que vos poumons hurlent pour de l'air. Vers 4h30, j'ai finalement renoncé à la soudure avant de mettre accidentellement le feu à quelque chose ou de perdre un doigt. J'ai fait du café dans la vieille cafetière de l'atelier qui violait probablement plusieurs codes de santé et j'ai regardé le ciel passer lentement du noir à cette étrange couleur gris-violet qui signifie que le matin arrive, que vous soyez prêt ou non. Les oiseaux ont commencé à faire du bruit, ces gazouillis agaçants qui semblent beaucoup trop joyeux pour la fin du monde. Mon téléphone a vibré une fois, une notification de mon application bancaire concernant une transaction. J'ai vérifié par habitude et j'ai senti ma tension artérielle grimper dans la stratosphère. Miranda avait utilisé notre carte de crédit commune à l'hôtel Belgrave Grand pour une chambre à 1h47 du matin. Le montant était de 350 €, environ 387 $, ce qui signifiait qu'elle avait pris une des suites de luxe parce qu'apparemment, lorsque vous trompez votre mari, autant le faire dans le luxe. J'ai pris une capture d'écran, l'ai enregistrée dans 3 dossiers différents et me l'ai envoyée par email parce que je ne suis pas un idiot et que le tribunal du divorce adore la documentation. Puis je me suis assis là, fixant mon téléphone, me demandant quel pourcentage de mariage se terminait à cause d'une note d'hôtel et d'un billet de 1 euro, et si je réagissais de manière excessive ou insuffisante, ou exactement comme il fallait pour un homme dont la femme venait de passer la nuit à l'hôtel avec son collègue suffisant. À l'aube, juste au moment où le soleil transformait le ciel en quelque chose de joli que j'étais trop en colère pour apprécier, j'ai entendu sa voiture, ce son distinctif de sa BMW blanche ronronnant dans notre allée. Une voiture que je l'avais aidé à choisir il y a 3 ans lorsqu'elle avait été promue et voulait quelque chose qui reflète sa réussite. Je suis restée dans l'atelier, me forçant à garder mes mains occupées à organiser des outils qui n'avaient pas besoin d'être organisés parce que je ne me faisais pas confiance sur ce que je pourrais dire ou faire si je la rencontrais à la porte comme un chiot anxieux attendant son maître. Elle est entrée furtivement dans la maison comme une adolescente, se faufilant après le couvre-feu, et j'ai regardé par la fenêtre de l'atelier alors qu'elle tâtonnait avec ses clés et se glissait à l'intérieur. J'ai attendu 5 minutes, puis 10, la laissant penser que j'étais peut-être encore endormie. Peut-être que je n'avais pas remarqué. Peut-être qu'elle s'en était tirée. Puis j'ai traversé la cour dans l'air froid du matin, portant toujours mes gants de soudage comme une armure, et je suis entrée par la porte arrière qui mène à la cuisine. Elle se tenait près de la cafetière, portant le maquillage de la veille et la veste de costume de Gavin. Sa veste de costume monogrammée, parce que bien sûr, c'était le genre à faire broder ses initiales sur ses vêtements comme s'il était de la royauté européenne au lieu d'un connard de la classe moyenne supérieure. La veste était chère, on pouvait le voir. Un mélange de laine italienne qui coûtait probablement plus cher que ma facture de service public mensuel. Et juste là, sur la poche poitrine gauche, claire comme le jour, se trouvaient les initiales GC dans une écriture fantaisie qui semblait nécessiter une deuxième hypothèque pour se l'offrir.
Oh, dit-elle en me voyant, sa voix faisant ce truc grinçant étrange qui aurait pu être mignon il y a 20 ans, mais qui sonnait maintenant coupable comme l'enfer. Tu es levé tôt. Je ne me suis jamais couché, ai-je dit. Ma voix était plate et morte, comme un animal écrasé sur la route. Où étais-tu? Elle a ri. A réellement ri. Ce gazouillis nerveux qui me donnait envie de passer mon poing à travers la cloison sèche que j'avais installée moi-même 5 étés auparavant. Je t'ai dit que je serais en retard. La fête s'est prolongée, puis nous sommes allés dans la suite d'un autre collègue pour continuer à célébrer. Je me suis écrasée sur leur canapé. Elle a montré la veste du doigt comme si c'était une preuve d'innocence au lieu de culpabilité. Oh, Gavin m'a prêté ça. Il faisait froid. Bien sûr, 3 heures du matin, c'est l'heure de pointe pour les présentations PowerPoint et le développement professionnel. Parce que vous avez besoin de la veste de costume d'un homme dans un hôtel climatisé. Parce que votre mari est assez stupide pour croire que vous avez passé 7 heures dans la suite de quelqu'un à faire autre chose que ce que nous savons tous les deux que vous faisiez. Puis je l'ai vu, juste visible au-dessus du col de cette veste coûteuse, juste là sur son cou où il rencontrait son épaule. Une marque. Pas n'importe quelle marque, mais le genre de contusion rouge-violet qui a exactement une cause et zéro explication innocente. Quelqu'un avait apposé la propriété de « crétin » directement sur sa peau. Laissé sa signature comme un chien marquant son territoire. Un suçon. Un putain de suçon. À 44 ans, ma femme est rentrée à la maison avec un suçon comme si elle avait 16 ans et qu'elle se roulait des pelles dans le sous-sol de son petit ami. « Tu as quelque chose sur le cou ?» dis-je, pointant du doigt avec un doigt taché de graisse. Sa main s'est levée pour le couvrir. Son visage a fait un cycle de surprise, panique, puis a atterri sur la défiance. C'est juste. J'ai dû me brûler avec un fer à friser hier. Tu sais à quel point je suis maladroite. Le fer à friser. Elle optait pour l'excuse du fer à friser. J'ai été mariée à cette femme pendant 23 ans. Je l'ai regardée se préparer environ 8000 fois. Et pas une seule fois elle ne s'était brûlée avec un fer à friser. Mais bien sûr, aujourd'hui, elle a soudainement développé un problème de coordination qui a entraîné une marque de brûlure parfaitement en forme de bouche. Bien sûr, dis-je. Le fer à friser. Elle s'est détournée de moi, s'occupant de la cafetière comme si c'était la tâche la plus importante de l'histoire humaine. Elle a commencé à fredonner. À fredonner une chanson pop que je ne reconnaissais pas. Faisant la conversation sur la météo, sur la nécessité d'aller au pressing, sur si nous devions faire de la dinde ou du jambon pour le dîner de Noël. Agissant comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas entrée en portant les vêtements d'un autre homme avec l'empreinte de sa bouche sur son cou, comme si notre mariage n'était pas en train de saigner activement sur le sol de la cuisine. Je l'ai regardé verser du café dans sa tasse préférée, celle qui disait Boss Lady que je lui avais achetée comme blague il y a 3 anniversaires. Je l'ai regardé ajouter la quantité exacte de crème qu'elle utilisait toujours, de sucre, en remuant précisément cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'elle avait cette superstition bizarre selon laquelle remuer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre apportait malchance. Elle jouait la normalité, engagée dans le rôle, et quelque chose à l'intérieur de moi s'est simplement brisé. Pas bruyamment, pas de manière dramatique, mais tranquillement, comme une corde qui s'effiloche depuis des années, abandonnant finalement son dernier fil. C'est là que j'ai décidé que les serrures allaient être changées. Aujourd'hui, ce matin, avant qu'elle ne puisse franchir à nouveau cette porte avec la veste d'un autre homme et une autre excuse boiteuse. J'avais fini d'être la plante décorative, fini de valoir 1 euro, fini de prétendre que tout cela était récupérable. Elle a continué à fredonner, et j'ai commencé à planifier. Le dimanche matin m'a frappé comme une gueule de bois, sauf que j'étais complètement sobre, ce qui rendait les choses encore pires. J'avais passé le reste du samedi à éviter Miranda pendant qu'elle flottait dans la maison, faisant semblant d'être confuse quant à la raison pour laquelle je ne lui parlais pas. Comme si mon silence était un phénomène mystérieux au lieu d'une réponse tout à fait raisonnable à son arrivée dans la veste d'un autre homme avec un suçon visible depuis l'espace. Elle s'était couchée dans la chambre d'amis sans que je lui demande de le faire, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa conscience coupable. Les tricheurs finissent toujours par se dénoncer eux-mêmes. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher.
J'étais debout à 6 heures, j'ai fait du café assez fort pour décaper la peinture, et je me suis dirigé directement vers le magasin de bricolage avant que les guerriers du week-end ne puissent engorger les allées avec leur confusion sur le bout d'un marteau à tenir. Il y a quelque chose de profondément américain à résoudre ces problèmes dans un magasin de quincaillerie. Le mariage s'écroule? Il y a un produit pour ça. La femme trompe? Tous les 7 mètres à côté des verrous de sécurité et de votre dignité. J'ai franchi ces portes automatiques avec une mission. Et cette mission était d'acheter des serrures si solides qu'elles pouvaient empêcher l'apocalypse, les zombies et les conjoints infidèles, dans cet ordre d'importance. Le rayon des serrures était plus compliqué qu'il n'aurait dû l'être. Rempli d'options allant de « un enfant déterminé pourrait forcer ceci » à « vous aurez besoin d'un bélier et d'une prière ». Je suis resté là à lire des emballages comme si j'étudiais pour le bac, comparant les indices de sécurité et les caractéristiques dont j'ignorais l'existence. Serrures intelligentes qui se connectaient à votre téléphone, serrures avec pavé numérique, serrures qui auraient probablement pu lancer des missiles nucléaires si vous entriez le bon code. Mais j'ai opté pour la vieille école. Des verrous de sécurité à peine dormants, indices de sécurité de grade 1, le genre de serrure que les serruriers respectent et que les cambrioleurs déplorent. J'en ai acheté 4. Un pour chaque porte extérieure, plus de nouvelles poignées assorties, parce que si je faisais cela, je le faisais correctement. Le caissier était un gamin qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, arborant une étiquette de nom qui disait Brandon et une expression faciale qui disait qu'il préférait être littéralement n'importe où ailleurs. Il a scanné mes serrures sans commentaire jusqu'à ce que j'ajoute un jeu de mèches de perceuse et un nouveau tournevis à la commande. Et puis ses yeux sont devenus un peu complices. Projet d'amélioration de la maison, a-t-il demandé de cette manière que font les caissiers lorsqu'ils s'ennuient et essaient d'engager la conversation. Quelque chose comme ça, ai-je dit, sans lever les yeux. Plutôt comme sécurité domestique. Empêcher les mauvaises personnes d'entrer. Je comprends, a dit Brandon, hochant la tête comme s'il comprenait le poids philosophique de changer les serrures à 7 heures du matin un dimanche. Mon ex n'arrêtait pas de se présenter à mon appartement après notre rupture. J'ai dû changer mes serrures 3 fois avant qu'elle ne comprenne l'allusion. J'ai voulu lui dire qu'au moins son ex ne faisait que se présenter, au lieu de se présenter avec les vêtements d'autre type, mais cela ressemblait à trop de partage avec un étranger qui essayait juste de terminer son service. Les femmes, n'est-ce pas, ai-je dit à la place, et il a ri et m'a donné une sorte de hochement de tête, code frère, qui m'a fait sentir ancien et jeune en même temps. Le total s'élevait à un peu moins de 275 €, environ $300, ce qui me semblait l'investissement le moins cher dans ma santé mentale que j'ai jamais fait. J'ai chargé tout dans mon camion, me suis arrêté chez Dunkin' pour une boîte de beignets et un autre café, et je suis rentré chez moi avec la détermination sombre d'un homme sur le point de changer plus que ses serrures. La voiture de Miranda était toujours dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle était soit toujours endormie, soit cachée dans la maison, essayant de comprendre son prochain mouvement. Peu m'importait lequel. J'ai attrapé mes achats et me suis dirigé directement vers la porte d'entrée, l'entrée principale qu'elle utilisait tous les jours, la porte qu'elle avait franchie ce soir-là après toute activité qu'elle avait prévue pour éviter de réellement gérer notre mariage. L'installation de nouvelles serrures est étrangement satisfaisante lorsque vous êtes en colère. Il y a quelque chose de cathartique à dévisser l'ancienne quincaillerie, à retirer les mécanismes qui laissaient autrefois quelqu'un entrer et à les remplacer par de nouvelles barrières brillantes qui nécessitent des clés différentes. Des clés qu'elle n'avait pas, des clés qu'elle n'obtiendrait pas. J'ai travaillé méthodiquement, en commençant par la porte d'entrée, et en faisant le tour de la maison. Porte arrière, porte latérale, entrée du garage. Chaque installation prenait environ 20 minutes, et je les ai toutes faites avec la précision d'un chirurgien et la motivation d'un homme qui avait finalement atteint sa limite. Noah est sorti vers 9 heures, toujours en pyjama et ressemblant à la mort réchauffée, ce qui était l'état naturel des garçons de 18 ans le dimanche matin. Il m'a regardé travailler sur la porte arrière pendant 1 minute, se grattant le ventre et bâillant comme un ours sortant d'hibernation. « Papa, pourquoi tu changes toutes les serrures ? » Mise à niveau de la sécurité domestique, ai-je dit, sans lever les yeux du tournevis avec lequel je travaillais. M'assurer que seules les personnes qui vivent ici peuvent entrer. Il est resté silencieux pendant 1 seconde, et je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans sa tête. Noah est un gamin intelligent,
plus intelligent que moi à son âge, et il a définitivement remarqué la tension dans la maison ces derniers temps. Maman est au courant de cette mise à niveau de la sécurité domestique? Elle est sur le point de le découvrir. C'est froid, papa. Il l'a dit comme s'il était impressionné plutôt qu'inquiet, ce qui m'a dit qu'il avait remarqué plus que je ne le pensais. Tu veux un coup de main? Nous avons travaillé ensemble sur les 2 dernières portes. Noah tenant la quincaillerie en place pendant que je perçais et vissais tout fermement. C'était agréable de travailler aux côtés de mon fils, sans avoir à m'expliquer ou à justifier mes actions. Il comprenait, ou du moins comprenait assez pour savoir que poser des questions n'aiderait personne. Quand nous avons eu fini, je lui ai donné les anciennes serrures à jeter dans la pile du garage de choses que j'emmènerais finalement à la ferraille. Et nous nous sommes reculés pour admirer notre travail, comme si nous venions de construire la chapelle Sixtine au lieu de simplement changer quelques verrous de sécurité. Alors, que se passe-t-il quand elle essaie d'entrer, a demandé Noah, et il y avait définitivement une certaine anticipation dans sa voix, comme s'il attendait le drame de la manière que les enfants le font quand ce n'est pas à eux de nettoyer le désordre. Nous découvrons si elle se souvient comment frapper, ai-je dit. À midi, j'avais testé toutes les serrures environ 50 fois, je m'étais assuré qu'elles étaient lisses et solides, et j'avais distribué les nouvelles clés. J'en ai gardé un jeu, j'ai donné un jeu à Noah avec des instructions strictes de ne pas les donner à sa mère sous aucun prétexte, et j'ai caché un jeu de rechange dans mon atelier à l'intérieur d'une boîte de café étiquetée « Boulons d'hiver », parce que personne de sain d'esprit ne regarderait jamais à travers ma collection de quincaillerie aléatoire. Les jumeaux étaient chez leur ami et Hazel était à une soirée pyjama, ce qui signifiait qu'il manquerait les feux d'artifice, mais je les informerai plus tard. Parfois, c'est mieux quand les plus jeunes enfants ne sont pas là pour les parties désordonnées du divorce. Miranda était partie vers 10 heures pour le yoga chaud, ou du moins c'est ce qu'elle avait annoncé à la maison en général, comme si elle maintenait toujours les apparences. Elle avait essayé d'engager la conversation avec moi sur les plans de dîner, et j'avais répondu avec l'enthousiasme d'une souche d'arbre. Ce que tu veux, avais-je dit, sachant pertinemment que les plans de dîner allaient devenir le cadet de ses soucis. À 18h30 précise, j'ai entendu sa BMW s'arrêter dans l'allée. J'étais assis dans le salon avec une bière et un livre que je ne lisais pas réellement, juste utilisé comme accessoire pour avoir l'air décontracté et imperturbable lorsque l'inévitable éclaterait. Noah était à l'étage dans sa chambre, sa porte entr'ouverte, écoutant définitivement, enregistrant probablement l'audio pour la postérité ou à des fins de chantage. J'ai entendu ses pas sur le porche, entendu ses clés teintées, entendu ce son familier d'elle essayant d'insérer sa clé dans une serrure qui ne reconnaissait plus son autorité. Silence. Puis une autre tentative, plus forte cette fois, comme si elle avait juste utilisé la mauvaise clé. Plus de silence, puis le son d'elle essayant différentes clés, faisant probablement le cycle de tout son trousseau, comme si elle avait oublié quelle clé ouvrait sa propre porte d'entrée. Darren, a-t-elle crié à travers la porte, et je l'ai laissé crier mon nom 3 fois de plus avant que je ne me lève et que je n'ouvre nonchalamment. Elle se tenait là dans son pantalon de yoga et son haut de sport trop cher, tenant ses clés comme si elle l'avait personnellement trahi. Son visage était quelque part entre la confusion et la fureur. La clé ne fonctionne pas, dit-elle, énonçant l'évidence comme si je n'avais pas pu le remarquer. Oui, dis-je, m'appuyant contre le cadre de la porte d'une manière qui, je l'espérais, avait l'air cool et imperturbable. Notre mariage non plus. Sa mâchoire est tombée, littéralement tombée comme un personnage de dessin animé qui venait d'être frappé par une enclume. Quoi, Darren? Ce n'est pas. Nous devons parler de ça. Laisse-moi entrer pour que nous puissions avoir une conversation d'adultes. Conversation d'adultes, ai-je répété, goûtant les mots. C'est fort de café venant de quelqu'un qui a passé la nuit de vendredi dans une chambre d'hôtel et est rentré à la maison portant la veste d'un autre homme. C'est un comportement très mature, Miranda. Très adulte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes tout. Sa voix montait en hauteur, obtenant cette qualité stridente qui signifiait qu'elle perdait le contrôle du récit. Je suis sûr que tu pourrais aller parler à Gavin, l'ai-je interrompu, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des jours. Le type qui pense que je vaux 1 euro. Le gars dont les initiales étaient sur la veste que tu as portée à la maison. Le gars qui a laissé sa signature sur ton cou. Je suis sûr qu'il aimerait avoir une conversation d'adulte avec toi.
Elle a essayé la poignée de porte. A réellement essayé de me dépasser comme si c'était toujours sa maison. Comme si elle avait toujours des droits ici. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas bronché d'un pouce. Je suis juste restée là, étant un objet inamovible face à son audace imparable. Darren, c'est ma maison aussi. Tu ne peux pas juste me verrouiller dehors. En fait, ai-je dit. Je peux et je l'ai fait. Tu devrais peut-être t'écraser sur le canapé de Gavin ce soir. J'ai entendu dire que tu connaissais bien ces meubles. C'est là que les voisins ont commencé à apparaître. La vieille Madame Henderson d'accent grave côté a soudainement eu besoin d'arroser ses plantes malgré le fait que c'était décembre et que tout était mort. Les Johnson d'en face ont découvert un besoin urgent de vérifier leur boîte aux lettres pour la 3e fois ce jour-là. Même Monsieur Park, qui s'occupait habituellement de ses affaires comme un professionnel, était soudainement très intéressé par l'inspection de ses gouttières dans la lumière du soir qui s'éteignait. Ils n'étaient même pas subtils à ce sujet, se tenant juste dans leur cour, prétendant faire des tâches tout en écoutant manifestement ma femme faire une crise sur notre porche d'entrée. Miranda a remarqué le public et a baissé la voix, essayant de sauver une partie de sa dignité. Tu es déraisonnable. Nous devons parler de communication. De communication, ai-je dit assez fort pour que les voisins entendent, parce qu'à ce stade, je me fichais complètement de la vie privée. La communication a pris fin quand tu as transformé notre mariage en un projet de groupe, Miranda. Quand tu as ajouté une tierce personne sans mon consentement. Ce n'est pas un mariage. C'est un comité et je démissionne. Son visage est devenu rouge, puis blanc, puis une couleur entre les deux à laquelle je n'avais pas de nom. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte comme un poisson qui venait de réaliser qu'il était hors de l'eau. Finalement, elle a attrapé son téléphone dans son sac de yoga et est retournée en trombe à sa voiture, et je l'ai regardée s'éloigner de l'allée avec le genre d'accélération qui violait définitivement plusieurs lois de la circulation. J'ai salué les voisins qui sont rapidement retournés à leur fausse tâche et je suis entrée pour finir ma bière. Elle avait le goût de la victoire. La maison se sentait différente après le départ de Miranda, comme si quelqu'un avait finalement ouvert une fenêtre dans une pièce qui étouffait depuis des mois. Je me suis assis sur le canapé avec ma bière qui se réchauffait dans ma main, écoutant le silence et réalisant que sa voix ne me manquait pas pour le remplir. C'est probablement la réalisation la plus triste qu'un homme marié puisse avoir. Que la paix est préférable à la présence de sa femme. La bière avait le goût de la liberté avec un léger arrière-goût de factures légales imminentes, mais je l'acceptais. Noah est descendu environ 1 heure plus tard après que les voisins soient rentrés et que la rue soit revenue à son calme suburbain normal. Il avait cette expression sur son visage, celle que les enfants ont quand ils essaient de décider s'ils doivent dire quelque chose ou simplement laisser les chiens endormis dormir. Il a pris un coca dans le réfrigérateur, s'est assis dans le fauteuil inclinable qui était autrefois celui de son grand-père, et m'a juste regardé pendant 30 bonnes secondes comme s'il me scannait pour des dommages. Alors, a-t-il finalement dit, ouvrant son coca avec ce sifflement satisfaisant. Maman m'a appelé. Je parie qu'elle l'a fait. J'ai pris une gorgée de ma bière maintenant chaude et j'ai grimacé. Laisse-moi deviner. Je suis déraisonnable, dramatique, refusant de communiquer comme un adulte. Elle a dit que tu réagissais de manière excessive, a dit Noah, sans intonation. Juste rapportant les faits comme un journaliste qui ne voulait pas faire d'éditorial. Que tu as changé les serrures sans prévenir et que tu l'as embarrassé devant les voisins. Que tu fais toute une histoire pour rien. Rien, ai-je répété, sentant ma tension artérielle commencer à monter à nouveau. A-t-elle mentionné le rien qu'elle faisait dans une chambre d'hôtel à 2 heures du matin? Le rien qui a laissé une marque sur son cou? Le rien qui impliquait de rentrer à la maison en portant la veste d'un autre homme? Noah a levé la main comme s'il arrêtait la circulation. Papa, je te dis juste ce qu'elle a dit. Je ne dis pas que je la crois. Il a pris une longue gorgée de son coca, gagnant du temps pour comprendre comment naviguer dans cette conversation. Elle veut que je te parle, que je te convainque de la laisser rentrer pour que vous puissiez régler ça comme des adultes matures. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je te parlerais, a dit Noah, puis il a souri d'une manière qui me rappelait exactement moi à son âge. Je n'ai pas dit que j'essaierais très fort. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es un bon gamin, Noah.
Trop bon pour ce gâchis. Papa, j'ai 18 ans. Je ne suis plus un gamin, et je suis définitivement assez vieux pour savoir quand quelqu'un me baratine. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, devenant sérieux de cette manière que les jeunes hommes le font quand ils essaient d'avoir des conversations importantes. J'ai vu comment elle te traitait ces 2 dernières années. Comme si tu étais un accessoire qu'elle était gênée de porter en public. Comme si construire des fumoirs n'était pas un vrai travail. Comme si tu n'étais pas assez performant pour son image. C'était horrible à regarder. Cela m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Je pensais que j'avais mieux caché la chose. Je pensais que les enfants n'avaient pas remarqué la lente érosion du respect dans notre mariage. Apparemment, je me trompais. Ou du moins, je n'étais pas un aussi bon acteur que je le pensais. Tu as remarqué ça, hein? Papa, on a tous remarqué. Même Hazel m'a demandé l'année dernière pourquoi maman ne voulait jamais parler de ce que tu faisais quand ses amis étaient là. Noah a fini son coca et a écrasé la canette, ce qui était techniquement un acte répréhensible dans mon salon, mais je n'étais pas sur le point de commencer à appliquer des règles maintenant. Marcus et Maya ont toute une théorie selon laquelle elle a une aventure depuis environ 6 mois. Je leur ai dit qu'ils regardaient trop d'émissions de télé-réalité, mais... Il a fait un geste vague vers la porte verrouillée, vers l'allée vide, vers toute la situation. Je suppose qu'ils avaient raison. 6 mois. Les jumeaux pensaient qu'elle me trompait depuis 6 mois. J'ai essayé de faire le calcul à l'envers, de déterminer quand les choses étaient passées de distantes à suspectes, mais honnêtement, tout se brouillait. Les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires qui semblaient plus longs que nécessaires, la façon dont elle avait commencé à s'habiller plus élégamment pour le travail que pour les soirées en tête-à-tête que nous avions cessé d'avoir. Tous les clichés, tous les signes avant-coureurs que j'avais ignorés parce que les reconnaître signifiait admettre que mon mariage était en train de mourir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Noah. Tu la mets dehors définitivement, ou c'est juste pour marquer le coup? Je ne sais pas encore, ai-je admis, ce qui était étrange à dire à voix haute. Je suis assez en colère pour la vouloir partie pour toujours, mais nous sommes mariés depuis 23 ans. Nous avons 4 enfants, une maison, une vie entière. Je ne peux pas juste prétendre que rien de tout cela n'a d'importance. Mais papa, a dit Noah avec précaution. Est-ce que ça a de l'importance si elle ne te respecte pas? Si elle est là-bas à faire ce qu'elle veut avec qui elle veut? Avant que je ne puisse répondre, mon téléphone a vibré, puis a revibré, puis a commencé à sonner avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale, j'ai regardé la notification apparaître et j'ai senti mon estomac se tordre. Le message vocal provenait de Whitmore & Associates, un cabinet d'avocats du centre-ville qui faisait de la publicité sur des bancs et à la télévision tard le soir. Miranda avait déjà engagé un avocat, et cela ne faisait même pas 24 heures. Ça a été rapide, ai-je marmonné, posant le téléphone comme s'il risquait d'exploser. Noah a haussé les sourcils. Avocat. Probablement. Eh bien, au moins tu l'as frappé, a dit Noah, puis s'est corrigé. Attends, non, tu n'as pas frappé Gavin. Tu l'as juste menacé verbalement. C'est de la croissance personnelle, papa. Je suis fière de toi. Nous avons ri tous les deux de cela. Le genre de rire légèrement dérangé qui se produit lorsque votre vie implose, mais que vous avez toujours assez d'humour pour en voir l'absurdité. Je ne l'ai pas frappé. Médaille d'or pour la maturité émotionnelle, Darren. Vraiment, je place la barre haut. Mais à l'intérieur, je bouillais comme un fumoir en surchauffe. Comme si quelqu'un avait poussé tous mes cadrans internes au maximum et avait oublié où se trouvait l'interrupteur d'arrêt. Je voulais casser des choses, frapper des choses, crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Au lieu de cela, j'étais assis sur mon canapé à boire de la bière chaude avec mon fils et à faire semblant d'avoir la moindre idée de ce que je faisais. Le lendemain matin est arrivé trop tôt et a apporté des cadeaux que je ne voulais pas. Le courrier est arrivé à 10 heures et, mélangé aux offres de cartes de crédit et aux circulaires d'épicerie, se trouvait une épaisse enveloppe en papier craft avec l'adresse de retour d'un cabinet d'avocats. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je l'ai ouverte, ce qui m'a énervé parce que je ne voulais pas donner à Miranda la satisfaction de me rendre nerveux, même si elle n'était pas là pour le voir. La lettre était composée de 3 pages de jargon juridique qui se résumait essentiellement à «
Miranda voulait de l'argent, le voulait maintenant et en voulait beaucoup. Elle exigeait une pension alimentaire pour conjoint parce qu'apparemment 23 ans de mariage lui donnaient droit à un pourcentage de mes revenus pour le reste de l'éternité ou du moins jusqu'à ce qu'elle se remarie, ce qui, compte tenu des événements récents, pourrait arriver plus tôt que tard. Elle voulait une division équitable des actifs, ce qui, je suis presque sûre, est un terme d'avocat pour la moitié de tout ce pourquoi j'ai travaillé. Mais la partie qui m'a vraiment fait bouillir le sang, la partie qui m'a fait serrer la lettre si fort que j'ai failli la déchirer, c'est qu'elle voulait la moitié de mon entreprise. La moitié de Old Custom Smoker, l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, commencée dans un garage avec des outils empruntés et un rêve que tout le monde disait stupide. L'entreprise qu'elle avait passé des années à qualifier de trop, col bleu, pour son image, pas assez sophistiquée pour son cercle social, juste de la soudure. Cette entreprise, elle en voulait la moitié. J'ai lu la lettre 3 fois, devenant de plus en plus en colère à chaque fois, avant de finalement prendre mon téléphone et d'appeler Jack Freeman. Jack était mon avocat depuis des années, il gérait mes contrats commerciaux et les documents de mon statut d'entreprise, et m'avait une fois tiré d'un litige de zonage avec la ville qui avait failli fermer mon atelier. Il était cher, mais il était bon. Et plus important encore, il aimait un bon combat comme certaines personnes aiment le golf. Darren, a répondu Jack à la deuxième sonnerie, sa voix faisant ce que les avocats font où ils ont l'air professionnels mais amicaux. Comment vont les affaires? Les affaires vont bien. Le mariage est mort. J'ai besoin de ton aide pour le tuer officiellement et m'assurer que je ne me fais pas assassiner dans le processus. Il y a eu une pause et j'ai entendu la chaise de Jack grincer alors qu'il se penchait en arrière. Enfin. Je me demandais quand tu appellerais. Mélodie a vu Miranda dans un restaurant il y a 2 semaines avec un type qui n'était définitivement pas toi. Nous pensions que ce n'était qu'une question de temps. Tout le monde était au courant sauf moi, apparemment, ai-je dit, me sentant stupide et en colère en même temps. Je viens de recevoir une lettre de son avocat. Elle veut une pension alimentaire et la moitié de mon entreprise. L'entreprise qu'elle a toujours dit être en dessous d'elle. Jack a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. C'était le rire d'un avocat à qui on venait de donner des munitions. Oh, Darren, mon ami, tu vas t'amuser. Du plaisir légalement sanctionné. Je ne veux pas de plaisir. Je veux ne pas perdre tout ce que j'ai construit. C'est la même chose dans ce cas, a dit Jack. Viens à mon bureau demain matin. 9 heures tapantes. Apporte tous les documents financiers que tu as. Relevés bancaires, dossiers commerciaux, cette lettre de son avocat. Et Darren, oui, arrête de lui parler. Ne réponds pas à ses appels, ne réponds pas aux textos, ne t'engage pas du tout. Tout passe par moi maintenant. Compris? Compris. Bien. Et Darren, nous allons la détruire. Légalement et éthiquement, bien sûr, mais en profondeur. J'ai raccroché, ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Peut-être que j'étais foutu. Peut-être qu'elle obtiendrait la moitié de tout et que je passerais la prochaine décennie à reconstruire. Mais au moins, j'avais Jack Freeman dans mon coin. Et cet homme aimait gagner presque autant qu'il aimait facturer des heures. Noah a passé la tête dans la cuisine. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle? Nouvelle potentiellement bonne déguisée en nouvelle coûteuse. C'est l'esprit de l'avocat, a dit Noah. Tu veux que je fasse des crêpes? Les crêpes de vengeance ont meilleur goût que les crêpes tristes. Fais en beaucoup, ai-je dit. Nous allons avoir besoin d'énergie. Nous avons mangé des crêpes et planifié la guerre. Le bureau de Jack Freeman était dans l'un de ces immeubles du centre-ville qui essayaient vraiment d'avoir l'air important. Tout en verre et en acier et en art moderne que personne ne comprenait mais que tout le monde prétendait apprécier. Sa suite était au 7e étage, décorée dans ce style minimaliste coûteux où tout coûtait une fortune mais ressemblait à la ligne corporative d'IKEA. Il y avait des fauteuils en cuir, un bureau massif fait d'une espèce d'arbre en voie de disparition, et des diplômes encadrés sur le mur qui vous rappelaient qu'il était allé dans des écoles UP où on vous enseignait comment éviscérer financièrement les gens dans les limites de la loi. Je suis arrivé à 9 heures avec une boîte en carton remplie de documents qui représentaient toute ma vie financière. Relevés bancaires, dossiers commerciaux,
déclaration de revenus des 5 dernières années, facture de carte de crédit, papiers hypothécaires, et cette foutue lettre de l'avocat de Miranda que j'avais lue tant de fois que je pouvais pratiquement la réciter. Jacques était déjà là avec du café qui sentait bien meilleur que tout ce que je faisais à la maison. Et assise à côté de lui se trouvait une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Darren Holt, voici Clara Wu, a dit Jacques, faisant un geste vers la femme asiatique dans la trentaine qui semblait pouvoir calculer votre valeur nette rien qu'en regardant vos chaussures. Elle portait un tailleur pantalon gris tranchant, des lunettes rectangulaires, et avait le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait vu tous les crimes financiers que l'humanité pouvait imaginer et n'était impressionnée par aucun d'entre eux. Clara est une comptable légiste, la meilleure du secteur. Elle va fouiller dans tes finances et s'assurer que nous savons exactement à quoi nous avons affaire. Clara s'est levée et m'a serré la main avec une poignée étonnamment forte pour quelqu'un qui passait ses journées à fixer des feuilles de calcul. Monsieur Holt, Jacques m'a parlé de votre situation. Je suis désolée que vous traversiez cela, mais je suis très bonne pour trouver où l'argent va quand les gens pensent que personne ne regarde. Appelez-moi Darren, et j'apprécie cela parce que j'ai l'impression que ma femme a été créative avec nos finances dernièrement. Nous nous sommes assis autour de la table de conférence de Jacques et j'ai commencé à déballer ma boîte de honte financière. Les yeux de Clara se sont illuminés comme un enfant le matin de Noël, ce qui, je suppose, est logique lorsque votre travail consiste à suivre les traces d'argent. Elle a immédiatement commencé à tout organiser en pile avec un système qui avait probablement un sens pour elle, mais qui me semblait le chaos. D'accord, a dit Jacques, ouvrant son bloc-notes légal à une nouvelle page. Commençons par les bases. État de propriété commune, mariée 23 ans, 4 enfants. Elle prétend qu'elle a besoin d'une pension alimentaire et de la moitié de l'entreprise. Quels sont les actifs totaux que nous examinons? J'ai parcouru les chiffres, la maison, d'une valeur d'environ 415 000 €, environ 450 000 $. Mon entreprise qui rapportait environ 275 000 €, environ 300 000 $ par an en bénéfices, les comptes de retraite, l'épargne, l'accumulation habituelle d'une vie passée à ne pas être complètement irresponsable avec l'argent. Clara prenait des notes sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier comme si elle jouait un concerto de piano. Et elle allègue quel motif de divorce, a demandé Clara, sans lever les yeux de son écran. Différence irréconciliable, selon son avocat, ce qui est un code pour « je me suis fait prendre à tricher et j'ai besoin que cela ait l'air mutuel ». Jacques s'est penché en arrière sur sa chaise, croisant les doigts de cette manière que font les avocats lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils pensent être intelligent. Voici ce que nous allons faire. Clara va auditer vos comptes conjoints, cartes de crédit, toute activité financière au cours de la dernière année. Nous devons savoir si elle a caché de l'argent, dépensé de manière inappropriée, tout ce que nous pouvons utiliser pour contrer son récit. Combien de temps cela prend-il? Ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Pour quelqu'un de bon, 1 semaine, a dit Clara, levant finalement les yeux de son ordinateur portable. Pour moi, 3 jours. Je suis très motivée par la vengeance, et les conjoints infidèles offensent mon sens de l'ordre. Elle a souri et c'était le sourire de quelqu'un qui aimait ruiner la journée des gens. Jacques a mentionné que vous pensez qu'elle a séjourné à l'hôtel? Je sais qu'elle l'a fait. J'ai la charge de carte de crédit de vendredi dernier. 350 € au Belgrave Grand. Les doigts de Clara ont volé sur son clavier. Quelle carte? Notre Amex conjointe. Celle liée au compte professionnel pour les dépenses légitimes. Ses yeux se sont plissés derrière ses lunettes. Votre compte professionnel? Elle a utilisé des fonds professionnels pour des dépenses personnelles? Elle a l'autorisation sur la carte pour les réceptions de clients, les dîners d'affaires, ce genre de choses. Son travail implique parfois de faire la cour aux clients. Je l'ai ajoutée comme utilisatrice autorisée il y a des années. Cela semblait logique à l'époque. Oh, ça va être bon, a dit Clara, et elle avait l'air sincèrement excitée. J'adore quand les conjoints oublient que les comptes professionnels ont des règles différentes des comptes personnels. Utilisation abusive de fonds professionnels, implications fiscales potentielles, fraude possible si elle a réclamé des dépenses personnelles comme déduction professionnelle. Monsieur Holt. Darren, j'aurai besoin d'un accès à tous vos comptes professionnels, relevés de cartes de crédit, rapports de dépenses, tout.
Je lui ai donné les identifiants de connexion pour ma banque professionnelle. J'ai regardé ses yeux s'illuminer encore plus fort alors qu'elle commençait à afficher des relevés et à télécharger des fichiers. Jacques nous a tous servi plus de café pendant que Clara faisait sa magie, marmonnant pour elle-même sur les catégories de dépenses et les codes de marchands comme si elle parlait une langue étrangère. Après environ 20 minutes de clics et de saisie, Clara a levé les yeux avec l'expression de quelqu'un qui venait de trouver un trésor enfoui. Darren, à quand remonte la dernière fois où vous avez réellement examiné vos relevés de carte de crédit professionnelle? Je veux dire, je regarde les totaux tous les mois. Je m'assure que rien n'est excessivement anormal. Pourquoi? Parce que votre femme a été très occupée avec votre argent. Clara a retourné son ordinateur portable pour me montrer une feuille de calcul qui me donnait mal à la tête. Au cours des 6 derniers mois seulement, elle a facturé plus de 36 000 €, environ 40 000 $, sur votre compte professionnel. Hôtel, restaurant, journée au spa, shopping. Il y a un achat ici chez Victoria's Secret pour 550 €. C'est une dépense professionnelle légitime pour la construction de fumoirs? Mon estomac a chuté. 36 000 €? Tu es sérieuse? Tout à fait sérieuse. Regardez ça. L'hôtel Belgrave Grand apparaît 11 fois au cours des 4 derniers mois. Toujours les vendredis ou samedis soirs. Les frais varient de 300 € à 550 € par séjour. Ce n'est pas un voyage d'affaires, Darren. C'est un hôtel d'adultère. Clara a fait défiler d'autres frais. Chacun d'eux ressemblait à un coup de poing dans l'estomac. Voici 900 € chez Fleming's Steakhouse. 1800 € dans un centre de spa à Gatlinburg. Plusieurs frais dans des magasins d'alcool, des cavistes, des restaurants coûteux. Elle a très bien vécu à vos frais. Pouvons-nous utiliser cela? Ai-je demandé à Jacques, sentant la rage et la justification se battre pour la domination dans ma poitrine. Oh, nous allons nous en servir, a dit Jacques, souriant comme un requin qui vient de sentir le sang. Utilisation abusive de fonds professionnels affectant potentiellement votre passif fiscal, démontrant un schéma de tromperie. Cela détruit sa prétention qu'elle mérite une pension alimentaire pour conjoint. On ne peut pas prétendre avoir besoin d'argent quand on dépense 36 000 € dans des hôtels et des dîners. Clara a continué à taper, a continué à creuser, et je pouvais la voir devenir plus excitée à chaque découverte. Elle a également transféré de l'argent. Regardez ça. Transfert régulier de votre compte conjoint vers un autre compte. 1800 € ici, 1400 € là, 2700 € le mois dernier. Toujours allant au même endroit. Elle a affiché les détails du transfert. Le titulaire du compte est répertorié comme GC Enterprises LLC. GC, ai-je répété, sentant quelque chose s'enclencher dans mon cerveau. Gavin Cross. Elle a financé son petit ami avec notre argent. Prétendument, a dit Jacques, parce que les avocats doivent toujours dire prétendument, même quand quelque chose est évident comme l'enfer. Mais oui, probablement. Clara, peux-tu tracer cette LLC? Déjà fait, a dit Clara, ses doigts dansant sur le clavier. GC Enterprises enregistré au Tennessee il y a 6 mois. Propriétaire principal, Gavin Cross. But commercial, répertorié comme service de conseil. Quelle blague! C'est clairement un compte de transit pour le revenu personnel. Nous sommes restés assis là pendant 1 minute, laissant tout cela pénétrer. Miranda ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait systématiquement pillé nos finances pour financer sa liaison, utilisant mes comptes professionnels comme sa tirelire personnelle, et transférant de l'argent à la société écran de son petit ami. L'audace était presque impressionnante. Puis Jacques m'a regardé à travers la table avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Darren, j'ai besoin de te demander quelque chose. Ce type, Gavin Cross, où travaille-t-il? Une entreprise de technologie. Miranda l'a mentionné plusieurs fois. Quelque chose avec des produits d'extérieur ou des innovations ou quelque chose. Quel est le nom complet de ton entreprise? A demandé Jacques, son sourire s'élargissant encore plus. Le nom de l'entité légale, pas seulement Old Custom Smoker? Old Custom Smoker and Outdoor Innovation LLC. J'ai racheté un concurrent plus petit il y a 5 ans.
Je l'ai gardé en activité comme filiale. Il fabrique des foyers, des barbecues d'extérieur, ce genre de choses. Marché différent de mes fumoirs personnalisés. Quoi? Jacques a commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire en pleine tête qui a fait lever les yeux à Clara, confuse. Darren, quel est le nom de cette filiale? Crosphere Outdoor Innovation. J'ai gardé le nom parce qu'ils avaient une bonne reconnaissance de marque. Nous l'exploitons séparément. Équipe de gestion différente, installation différente. C'est rentable, cependant. Pourquoi? J'ai arrêté ma phrase alors que mon cerveau rattrapait finalement ce que Jacques insinuait. Non. Pas possible. Si possible, a dit Jacques, riant toujours. Clara, affiche l'enregistrement d'entreprise pour Crosphere Outdoor Innovation. Elle a tapé, cliqué, puis sa mâchoire est tombée. Société mère, Old Custom Smoker and Outdoor Innovation LLC. Propriétaire, Darren Holt. Saint. J'ai besoin de voir la liste des employés, ai-je dit. Ma voix est sortie bizarre et étranglée. Affiche la paie de Crosphere. Clara a navigué vers mon logiciel de comptabilité professionnelle, a accédé au système de paie de la filiale, et c'était là, noir sur blanc. Gavin Cross, directeur principal du marketing, Crosphere Outdoor Innovation. Salaire 87 000 €, environ 95 000 $, par an. Structure hiérarchique, rapporte finalement à moi. Le type qui m'a jeté un billet de 1 € était mon employé. Le type qui couchait avec ma femme, utilisant mon argent pour financer son style de vie, souriant bêtement à cette fête comme si j'étais en dessous de lui. Ce type encaissait un chèque de paie avec ma signature dessus toutes les 2 semaines. Mon rire aurait pu être enregistré sur l'échelle de Richter. Il a commencé par un petit rire, s'est transformé en rugissement, et s'est terminé avec moi essuyant des larmes de mes yeux pendant que Jacques et Clara me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que je l'avais perdu, mais c'était la plus belle tournure du destin que j'ai jamais vue. Ça va être magnifique, ai-je finalement réussi à dire. Ça va être tellement magnifique, bon sang. Jacques prenait déjà des notes, ses yeux brillants de joie prédatrice. Darren, mon ami, nous ne faisons pas que gagner ce divorce. Nous allons entrer dans l'histoire juridique. Le mardi matin est arrivé avec le genre de soleil d'hiver vif qui rend tout propre et plein d'espoir, ce qui semblait tout à fait inapproprié étant donné que j'étais sur le point de détruire professionnellement la vie d'un homme. Je suis arrivé à mon bureau à Crosphere Outdoor Innovation à 7 heures. Assez tôt pour éviter la foule du matin, mais assez tard pour que mon assistante, Kelly, soit déjà là avec du café et la capacité de planifier des réunions sans poser trop de questions. Kelly était avec moi depuis 12 ans, elle avait survécu à 3 récessions économiques et à mes blagues de papa terribles, et elle avait développé un 6e sens pour savoir quand j'avais besoin que quelque chose soit fait tranquillement et efficacement. « Bonjour, patron », dit-elle quand je suis entré, tendant déjà une tasse de café comme si elle avait senti mon arrivée. Kelly avait 53 ans, 4 petits-enfants, et elle ne prenait absolument rien de personne. « Tu as cet air. » « Quel air ? » L'air qui dit que quelqu'un est sur le point de passer une très mauvaise journée, et que tu vas aimer regarder ça se produire. Elle a siroté son propre café, me regardant par-dessus le bord. Qu'est-ce qu'il te faut ? J'ai besoin que tu planifies une réunion obligatoire pour tous les chefs de division. Aujourd'hui, 10 heures tapantes. Salle de conférence A, j'ai pris une longue gorgée de café qui avait le goût de la vengeance liquide. Fais en sorte que ça ait l'air important mais vague. Session de planification stratégique ou discussion sur la restructuration organisationnelle, ou toute autre absurdité corporative qui rend les gens nerveux. Les yeux de Kelly se sont plissés. Tous les chefs de division signifient Gavin Cross pour le marketing ? Surtout Gavin Cross pour le marketing. Elle n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête et a commencé à taper sur son ordinateur avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait ce moment. Considérez que c'est fait. Autre chose ? Oui. Peux-tu me sortir le dossier personnel de Gavin ? Je le veux sur mon bureau dans 20 minutes. Dossier complet, date d'embauche, évaluation de performance, historique de salaire, tout. Ça devient sale, n'est-ce pas ? A dit Kelly, mais elle souriait. Kelly,
nous avons dépassé le stade du sale il y a 3 jours. Maintenant, nous sommes en territoire de terre brûlée. Il était temps, murmura-t-elle et retourna à son ordinateur. À 9h30, j'avais l'historique d'emploi complet de Gavin étalé sur mon bureau comme des preuves sur une scène de crime. Embauché il y a 3 ans. Évaluation de performance décente, mais rien de spectaculaire. Salaire augmenté 2 fois en raison d'ajustements du marché que j'avais apparemment approuvé sans y prêter beaucoup d'attention. Il y avait quelques notes dans son dossier concernant des problèmes de limite avec des collègues féminines. Rien de concret, juste des observations des RH sur le fait qu'il était trop amical et inapproprié. En lisant entre les lignes, le type était un crétin qui avait appris à opérer juste à l'intérieur de la zone acceptable. J'avais aussi le billet de 1 euro. Je l'avais gardé dans mon portefeuille depuis la fête, plié et froissé. Et maintenant, je l'ai lissé sur mon bureau comme si c'était un artefact précieux, car d'une certaine manière, c'était le cas. Une preuve physique d'irrespect, une trace écrite d'arrogance. À 9h45, je suis entré dans la salle de conférence et me suis installé à la tête de la table. La pièce était l'un de ces espaces de réunion modernes avec une immense table, des chaises inconfortables qui coûtaient une fortune et un tableau blanc que personne n'utilisait jamais. Je me suis positionné là où je pouvais voir les visages de tout le monde, j'ai mis le billet de 1 euro dans la poche de ma veste et j'ai attendu. Les chefs de division ont commencé à arriver vers 9h55. Suzanne des opérations, Michael des finances, Patricia des RH, et quelques autres dont je connaissais les noms mais que je n'utilisais pas souvent parce que je passais la plupart de mon temps dans la division des fumoirs personnalisés, pas ici à la filiale. Ils avaient tous l'air vaguement inquiets, ce qui était la réponse appropriée à une réunion obligatoire surprise convoquée par le propriétaire. Personne n'avait l'air heureux d'être là, mais cela me convenait. Je ne cherchais pas à les rendre heureux. Gavin est entré à 10h exactement, pensant probablement qu'être ponctuel montrait du professionnalisme. Il portait un autre costume coûteux, ses cheveux coiffés à 1 centimètre près, et portait un porte-documents en cuir qui coûtait probablement plus cher que mon paiement mensuel de camion. Il avait l'air confiant, à l'aise, comme un homme qui pensait être à sa place ici. Comme un homme qui se croyait intouchable. Puis il m'a vu assis à la tête de la table et son visage allait s'évider plus vite que du café bon marché laissé sur une plaque chauffante. Toute cette couleur artificielle due à son auto-bronzant ou à ses sorties de golf, ou à tout ce que les riches font pour avoir l'air en bonne santé. Elle a juste disparu, le laissant de la couleur d'un vieux journal. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'est légèrement ouverte, et j'ai regardé en temps réel son cerveau essayer de calculer ce qui se passait. Bonjour tout le monde, ai-je dit, gardant ma voix décontractée et amicale, comme si ce n'était qu'une autre réunion ennuyeuse du mardi. Merci d'avoir pris le temps avec un préavis aussi court. Veuillez vous asseoir. Tout le monde s'est assis. Gavin est resté debout un peu trop longtemps, comme si ses jambes avaient oublié comment se plier, avant de finalement s'abaisser sur une chaise à 3 sièges de moi. Il essayait de maintenir le contact visuel, essayant de projeter de la confiance, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il ouvrait son porte-documents. Bonjour, Gavin, dis-je, le regardant directement avec le genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. J'ai entendu dire que tu as passé une nuit intéressante vendredi dernier. Comment va Miranda? La pièce est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber, une plume atterrir, un paix de souris. Suzanne des opérations a physiquement reculé comme si j'avais déclenché une bombe. Patricia des RH s'est beaucoup intéressée à son bloc-notes. Michael des finances avait l'air d'essayer de calculer la responsabilité légale de cette conversation. Gavin a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Monsieur Holt, je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites. Oh, je pense que tu sais exactement à quoi je fais référence, ai-je dit, gardant mon ton léger et conversationnel. La fête d'entreprise à l'hôtel Belgrave Grand, celle où tu as été très généreux avec tes offres financières. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti le billet de 1 euro, je l'ai déplié lentement et délibérément, et je l'ai glissé sur la table de conférence vers lui. Il a tourné légèrement sur le bois poli avant de s'immobiliser directement devant son porte-documents. Je pense que ceci t'appartient. Gavin a fixé ce billet de 1 euro comme si c'était une grenade dégoupillée.
Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau et le servir pour le dîner. J'ai regardé diverses émotions passer sur son visage. Confusion, reconnaissance, horreur, panique, comme une machine à sous-atterrissant sur la pire combinaison possible. Commença-t-il, mais sa voix se brisa. Laisse-moi t'aider, dis-je, me penchant en arrière sur ma chaise comme si j'avais tout le temps du monde. C'est le billet de 1 € que tu m'as jeté, à moi, ton patron, propriétaire de cette entreprise et de sa société mère, tout en faisant une blague sur le fait de t'occuper de ma femme. Tu te souviens maintenant? Patricia DRH a fait un bruit qui aurait pu être un halètement ou le son de son âme quittant son corps. Suzanne s'est couverte la bouche avec sa main. Michael a juste regardé Gavin comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Monsieur Holt, je peux expliquer. Gavin a réessayé, sa voix désespérée maintenant. S'il te plaît, ne le fais pas, l'ai-je interrompu. J'ai entendu assez d'explications pour toute une vie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la conduite professionnelle. Patricia, peux-tu aller chercher le dossier personnel de Gavin? Je pense que nous devons revoir cette section sur le comportement des employés et les valeurs de l'entreprise. Patricia a pratiquement couru hors de la pièce, probablement reconnaissante d'avoir une excuse pour s'échapper. Le reste d'entre nous est resté assis dans un silence inconfortable pendant que Gavin transpirait à travers son costume coûteux. Je pouvais voir les taches se former sous ses bras. Regarder son col devenir humide. Observer l'effondrement complet de sa façade confiante. Tu sais ce qui est drôle, Gavin, ai-je dit d'un ton de conversation. Je t'aimais bien quand nous t'avons embauché. Je pensais que tu avais du potentiel. Bonne référence, idée décente, tu semblais être un joueur d'équipe. Je n'avais aucune idée que tu étais le genre de gars qui manquerait de respect à son patron et coucherait avec sa femme. C'est un mauvais jugement, Gavin. Vraiment un mauvais jugement. Je ne savais pas, bégaya Théil. Elle n'a jamais dit. Je pensais que tu n'étais qu'un. Un quoi, ai-je demandé, sincèrement curieux. Un inconnu, un type qui n'avait pas d'importance, un perdant au col bleu à qui tu pouvais jeter 1 € et rire? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Patricia est revenue avec le dossier, me l'a tendu comme s'il était radioactif, et s'est assise rapidement. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté quelques pages pour un effet dramatique, puis j'ai regardé Gavin. Il est dit ici que les employés sont censés maintenir une conduite professionnelle pendant et en dehors des heures de travail, surtout lorsqu'ils représentent l'entreprise lors de fonctions officielles. Dirais-tu que jeter de l'argent à ton patron et faire des avances à sa femme relève de la conduite professionnelle? Je n'étais pas. C'était juste une blague. Je ne voulais pas, voici ce qui va se passer, ai-je dit, fermant le dossier avec un bruit satisfaisant. Tu es viré. Avec effet immédiat. Conduite indigne d'un cadre. Tu peux vider ton bureau dans l'heure. Escorté par la sécurité. Ton chèque de paie final sera envoyé à ton adresse enregistrée. Tes avantages sociaux se terminent aujourd'hui. Et si tu essaies de déposer une plainte pour licenciement abusif, mes avocats seront très heureux de discuter de ta relation avec ma femme et de ton utilisation abusive du temps et des ressources de l'entreprise au tribunal. Le visage de Gavin est passé de pâle à rouge à pâle à nouveau. Tu ne peux pas. Ce n'est pas, j'ai absolument le droit, et c'est absolument le cas, ai-je dit. Patricia, peux-tu appeler la sécurité pour escorter Monsieur Cross à son bureau, puis hors des lieux? Je leur ai déjà envoyé un SMS, a dit Patricia, sans lever les yeux de son téléphone. Ils seront là dans 2 minutes. Nous sommes restés assis en silence, attendant l'arrivée de la sécurité. Gavin avait l'air de vouloir ramper à l'intérieur d'une bouche d'aération et mourir, ou peut-être courir en hurlant hors du bâtiment, ou peut-être juste se dissoudre dans le sol. Je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction, le genre de calme qui vient de l'action enfin entreprise. Après des jours de rage impuissante. La sécurité est arrivée, 2 types nommés Marcus et Jeff que j'avais embauchés spécifiquement parce qu'ils avaient l'air intimidants mais étaient en fait des ours en peluche géants qui entraînaient le football de jeunes. Ils ont escorté Gavin sans incident. Bien que je sois presque sûr que Marcus l'a accidentellement heurté dans un cadre de porte en chemin. La réunion s'est terminée peu de temps après, tout le monde ayant l'air sous le choc et évitant le contact visuel avec moi.
Je m'en fichais. Je suis retournée à mon bureau, j'ai pris un autre café et j'ai attendu les retombées. Elles sont arrivées 3 heures plus tard sous la forme d'un message vocal sur le téléphone de Miranda. Elle avait apparemment changé son numéro mais avait oublié de le mettre à jour auprès de certaines personnes. Ainsi, le message vocal a été transféré vers notre téléphone fixe, qui a ensuite été transféré vers mon téléphone parce que la technologie est merveilleuse quand elle est de votre côté. La voix de Gavin est passée par le haut-parleur, aiguë et paniquée. Tu ne m'as pas dit que ton mari était le propriétaire de mon entreprise. Tu as dit qu'il était juste un. Tu as dit qu'il construisait des barbecues. Tu n'as pas mentionné qu'il possédait toute la putain d'entreprise. Je viens de me faire virer, Miranda. Virer à cause de toi. Parce que tu n'as pas pris la peine de mentionner que ton mari signe mes chèques de paie. Il y avait plus, mais j'ai arrêté d'écouter parce que j'étais trop occupée à rire. De la musique à mes oreilles. La semaine entre le licenciement de Gavin et notre première audience au tribunal fut une masterclass dans l'observation de la vie soigneusement construite de quelqu'un s'effondrer en temps réel. Miranda a essayé de m'appeler environ 67 fois. Chaque appel allant directement à la messagerie vocale parce que Jacques avait été très clair, pas de contact. Tout passe par les avocats. Protège-toi de faire quelque chose de stupide. Elle a laissé des messages allant d'apologétique à en colère à désespéré. Faisant le cycle des états émotionnels comme si elle essayait de trouver la bonne fréquence pour me faire céder. Nous devons parler. Tu es déraisonnable. Pense aux enfants. Comment as-tu pu me faire ça? Cette dernière était particulièrement savoureuse venant d'une femme qui avait dépensé mon argent dans des chambres d'hôtel avec son petit ami. Elle a également essayé d'utiliser les enfants comme messagers, ce qui était à peu près le niveau le plus bas que l'on pouvait atteindre sans réellement creuser un trou. Noah l'a immédiatement renvoyé dans ses cordes, lui disant d'arrêter de le mettre au milieu des problèmes d'adultes. Les jumeaux ont été moins diplomates. Marcus lui a dit qu'elle avait fait son lit et qu'elle pouvait maintenant y dormir, de préférence dans un hôtel puisque cela semblait être son endroit préféré. Maya lui a juste raccroché au nez après une conférence de 30 secondes sur la responsabilité personnelle. Hazel a pleuré, ce qui m'a brisé le cœur, mais même elle comprenait à un certain niveau que maman avait fait quelque chose de vraiment mal et que papa n'était pas le méchant ici. Miranda a emménagé chez sa sœur Denise qui vivait dans un condo à Green Hills et qui avait toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa petite sœur. Denise avait une chambre d'amis, un sens de l'importance exagéré et une habitude de boire du vin qui pourrait financer un petit pays. J'imagine les deux assises à se plaindre des hommes et à boire du chardonnay tout en prétendant que Miranda était la victime dans tout ça. Cette image m'a soutenue à travers plusieurs moments difficiles. Jacques m'a tenu au courant des manœuvres juridiques se déroulant en coulisses. L'avocat de Miranda, un type nommé Robert Peton, qui se spécialisait apparemment dans les divorces à fort conflit, ce qui est un code d'avocat pour « je représente des gens terribles », essayait de me faire passer pour contrôlant, financièrement abusif et émotionnellement distant. Il construisait un récit où Miranda était l'épouse négligée qui avait fait une erreur, et j'étais le mari tyrannique qui avait réagi de manière excessive en la verrouillant dehors et en virant son petit ami. C'était de la fiction créative. Je leur accorde cela. Ils vont essayer de te faire passer pour le méchant, m'a averti Jacques autour d'un café 3 jours avant notre audience au tribunal. Ils diront que tu l'as humiliée publiquement, que tu as abusé de ton pouvoir en tant qu'employeur, que tu essaies de la punir au lieu de travailler sur le mariage. Manuel standard pour quelqu'un qui s'est fait prendre en train de tricher. Laisse-les essayer, ai-je dit, me sentant calme d'une manière qui aurait probablement dû m'inquiéter. Nous avons 36 000 € de reçus qui disent le contraire. Oh, nous avons plus que ça maintenant, a dit Jacques, souriant comme un enfant qui vient de découvrir où ses parents ont caché les cadeaux de Noël. Clara a trouvé 3 autres comptes que Miranda a ouverts à son seul nom. Elle siphonne de l'argent depuis plus d'1 an. Les dommages totaux sont proches de 65 000 €, environ 70 000 $. J'ai senti ma tension artérielle grimper. 65 000 €? 65 000 € de ton argent utilisé pour financer une liaison, cachée dans des comptes qu'elle pensait que tu ne trouverais jamais. Jacques a glissé un dossier sur la table. Relevé bancaire, dossier de transfert, tout est documenté et notarié. Elle est cuite, Darren. Absolument cuite.
Le jour de l'audience est arrivé avec toute la joie d'un traitement de canal. J'ai porté mon costume de tribunal, différent de mon costume de funérailles, spécifiquement acheté pour les procédures légales parce qu'apparemment j'avais besoin d'une catégorie de garde-robe pour les jours où votre femme essaie de vous voler devant un juge. Jacques m'a rencontré sur les marches du palais de justice, l'air élégant en bleu marine et portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. « Souviens-toi », dit-il alors que nous passions la sécurité. « Reste calme, réponds aux questions directement. Ne donne pas d'informations de ton propre chef. Et pour l'amour de Dieu, ne les laisse pas t'inciter à perdre ton sang-froid. » Je suis calme, ai-je dit, et je l'étais. J'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et plus concentré. Je voulais la justice, la documentation et ma vie en arrière. Dans cet ordre. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus comme une salle de conférence avec des boiseries et des illusions de grandeur. La juge Catherine Morrison présidait, une femme dans la soixantaine avec des cheveux gris acier et le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait entendu tous les mensonges que l'humanité pouvait produire, et qu'aucun d'entre eux ne l'impressionnait. Elle a regardé les deux parties avec un scepticisme égal, ce que j'ai pris pour un bon signe. Miranda était assise de l'autre côté de la pièce avec Peton, portant une robe bleu marine conservatrice qui criait « épouse responsable à qui on a fait du tort ». Elle s'était maquillée pour avoir l'air fatiguée mais courageuse. Elle avait probablement passé une heure à obtenir cette esthétique de « tenant à peine le coup ». Elle ne voulait pas me regarder, gardait ses yeux sur son avocat ou sur la juge, jouant le rôle de victime à fond. Peton a commencé fort. Je lui accorde cela. Il a peint un tableau de Miranda comme l'épouse dévouée qui avait sacrifié ses propres ambitions de carrière pour soutenir mon entreprise, qui avait enduré des années de négligence émotionnelle pendant que je me concentrais sur le travail au lieu de notre mariage. Il a affirmé que j'étais vindicatif et contrôlant, que je l'avais humilié publiquement en changeant les serrures et en virant Gavin. Il a fait passer cela comme si j'étais une sorte de monstre qui avait détruit sa vie à cause d'un malentendu lors d'une fête d'entreprise. Monsieur Holt refuse de communiquer, a dit Peton, gesticulant dramatiquement comme s'il était dans une série télévisée sur un tribunal. Il a exclu ma cliente de sa propre maison, lui a refusé l'accès aux fonds conjugaux, et a utilisé sa position de pouvoir pour détruire la carrière d'un collègue simplement par vengeance. C'est un homme qui valorise la vengeance plus que la réconciliation. La juge Morrison m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Hall, souhaitez-vous répondre à ces allégations ? Votre honneur, ai-je dit, gardant ma voix de niveau. Je voudrais aborder spécifiquement les affirmations d'humiliation publique. Ma femme s'est humiliée elle-même lorsqu'elle a passé la nuit dans un hôtel avec un autre homme et est rentrée à la maison portant sa veste avec un suçon sur le cou. Je ne l'ai pas humiliée publiquement. Elle l'a fait elle-même. J'ai juste fourni un meilleur éclairage en refusant de prétendre que tout allait bien. J'ai entendu un reniflement quelque part dans la galerie. Noah avait insisté pour venir. Il avait dit qu'il voulait regarder maman obtenir ce qu'elle méritait, et je n'avais pas eu le cœur de lui dire non. Les lèvres de la juge Morrison ont légèrement tressailli comme si elle retenait un sourire. Quant aux serrures, ai-je continué, je les ai changées après avoir découvert que ma femme avait dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel et avait une liaison. Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'autopréservation. Et concernant le licenciement de Monsieur Cross, il a été renvoyé pour conduite indigne d'un cadre, spécifiquement pour harcèlement sexuel de l'épouse de son employeur lors d'une fonction d'entreprise. C'est un motif de licenciement dans n'importe quelle organisation, votre honneur. C'est une grossière dénaturation des faits, a commencé Peton. Mais Jacques s'est levé avec un dossier de la mort. S'il plaît à la cour, a dit Jacques, doux comme du beurre. Nous avons une documentation qui contredit directement le récit de Monsieur Peton. Puis-je m'approcher ? La juge Morrison a hoché la tête. Et Jacques s'est avancé avec des relevés bancaires imprimés, des reçus de cartes de crédit, des factures d'hôtel et des dossiers de transfert. Il les a disposés comme un procureur présentant des preuves de meurtre. Chaque page, un clou de plus dans le cercueil de Miranda. La juge a commencé à lire, et j'ai regardé son expression passer de neutre à sceptique à activement agacée. Madame Holt, a dit la juge Morrison, levant les yeux des papiers.
Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez facturé 39 000 € au compte professionnel de votre mari sur une période de 6 mois, y compris plusieurs séjours à l'hôtel, des dîners coûteux et des transferts à une LLC appartenant à Monsieur Gavin Cross? Miranda a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé son avocat en panique. Peut-on à mélanger ces papiers comme si la réponse pouvait se cacher là-dedans quelque part? Votre honneur, ce sont des dépenses professionnelles légitimes liées au travail de ma cliente dans le marketing d'entreprise. À l'hôtel Belgrave Grand 11 fois en 4 mois, les vendredis et samedis soirs? Le sourcil de la juge a grimpé vers sa ligne de cheveux. C'est un modèle commercial intéressant, conseiller. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Je pouvais voir le récit de victime soigneusement construit de Miranda s'effondrer comme un château de sable à marée haute. Elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti à part un petit couinement qui aurait pu être le râle de mort de sa crédibilité. Puis la juge Morrison a posé la question qui a rendu tout cela en valoir la peine. Madame Holt, étiez-vous au courant que Monsieur Gavin Cross était employé par une entreprise appartenant à votre mari? Silence. Mort. Silence absolu. Miranda a fixé ses mains, la table, tout sauf la juge ou moi. Son avocat avait l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs, peut-être en feu, peut-être mort. Les secondes s'écoulaient, et son silence disait tout ce que les mots ne pouvaient pas dire. Je prendrai cela pour un oui, a dit sèchement la juge Morrison. Ou du moins, vous auriez dû le savoir étant donné que vous aviez une liaison avec lui et que vous utilisiez des fonds conjugaux pour soutenir ladite liaison. Peut-on à essayer de sauver quelque chose? Votre honneur, ma cliente a commis des erreurs, certes, mais elle mérite toujours une division équitable des actifs et une pension alimentaire pour conjoint. Conseiller, a interrompu la juge Morrison. Votre cliente a volé 65 000 € du patrimoine conjugal pour financer une affaire extra-conjugale. Elle ne sera pas récompensée pour ce comportement. Voici ma décision. Ce qui a suivi a été les 15 minutes les plus belles de ma vie. La juge Morrison m'a accordé la maison, pleine propriété, sans rachat requis. Elle m'a accordé l'entreprise, à la fois la division des fumoirs personnalisés et la filiale, libre de toute dette. Elle m'a accordé la garde légale exclusive des enfants, Miranda obtenant un droit de visite supervisé jusqu'à ce qu'elle puisse démontrer un logement stable et une responsabilité financière. Elle a ordonné à Miranda de rembourser les 65 000 € qu'elle avait volés, plus les frais juridiques, plus les frais de justice. Quant aux actifs que Madame Holt conservera, a dit la juge, regardant la liste des biens avec un amusement à peine dissimulé. Elle conservera ses effets personnels. Son équipement de yoga. Et, elle a fait une pause, plissant les yeux sur le papier. Une Toyota Corolla 2008 que Monsieur Holt indique qu'il prévoyait de donner à Goodwill. Le rire de Noah a résonné dans la salle d'audience. Je n'ai même pas essayé de cacher mon sourire. Miranda avait l'air d'avoir été giflée avec un manuel juridique. Son visage était pâle et choqué, des larmes coulant sur son visage en rivière qui ruinait son maquillage soigneusement appliqué. Nous sommes sortis de ce palais de justice sous le soleil vif de décembre. Jacques m'a tapé dans le dos, parlant déjà des frais de dépôt et des documents de règlement. Noah m'a fait un high-five et a dit, « Papa, c'était mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. » La justice l'est généralement, ai-je dit, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marcus. Maman est en train de pleurer chez tante Denise parce qu'elle doit conduire la Corolla. C'est le meilleur jour de tous les temps. Oui, ça l'était vraiment. Les nouvelles voyagent vite dans une petite communauté d'affaires. Mais les nouvelles concernant un type qui se fait payer 1 € pour sa femme, puis détruit légalement à la fois elle et son petit ami, cela s'est répandu à travers Nashville comme un incendie dans une usine de feux d'artifice. J'ai d'abord réalisé que j'étais devenue une légende locale lorsque je me suis arrêtée à ma station-service habituelle 3 jours après l'audience au tribunal, et le caissier, un gamin nommé Tyler, qui d'habitude grognait et prenait mon argent, a levé les yeux et a dit « Yo, vous êtes ce type des fumoirs, celui qui a viré le petit ami de sa femme. » Mec, c'est épique. Je ne savais pas si je devais être flatté ou inquiet que l'implosion de mon mariage soit devenue un divertissement pour les employés de station-service de 19 ans. Oui, c'est moi, mon pote. Tout le monde en parle.
Mon gérant a vu les documents du tribunal en ligne. Quelqu'un les a postés sur Facebook. Cette partie où la juge a donné à votre ex la Corolla que vous alliez donner à Godwill. De l'or comique, mec. Statut de légende absolue. Il m'a donné ma monnaie et mon reçu avec une sorte de révérence. Ma mère veut savoir si vous êtes célibataire, au fait. Elle est divorcée aussi. Adore le barbecue. Dis à ta mère que j'apprécie l'intérêt, mais je ne suis pas émotionnellement prêt à sortir avec quelqu'un qui aurait pu me donner naissance, ai-je dit, prenant mon café et m'échappant avant que cette conversation ne devienne plus étrange. Mais Tyler n'avait pas tort en disant que tout le monde parlait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis des jours avec des appels de personnes que je n'avais pas entendues depuis des années, toutes voulant prendre de mes nouvelles et voir comment j'allais, ce qui est un code pour « donne-moi tous les détails pour que je puisse en parler au bureau demain ». D'anciens amis du lycée à qui je n'avais pas parlé depuis l'obtention du diplôme étaient soudainement mes meilleurs amis. Des cousins dont j'avais oublié l'existence ont rampé hors des boiseries pour exprimer leur soutien. Même mon oncle Ray, qui vivait hors réseau dans le Montana depuis une décennie, en a entendu parler d'une manière ou d'une autre et a envoyé un télégramme, un putain de télégramme qui disait « Bien joué. Stop. » Ce coup du billet de 1 euro était de la poésie. Stop. L'histoire avait apparemment atteint le statut de mème dans certains cercles. Quelqu'un avait créé une fausse affiche de motivation avec mon visage et la légende « Respectez l'homme avec de la graisse sur les mains. Il signe probablement votre chèque de paie. » Elle était partagée dans des groupes d'affaires, des forums d'entrepreneurs, et apparemment plusieurs fils Reddit dédiés aux histoires de vengeance épiques. J'étais simultanément mortifiée et profondément amusée. Mais la vraie surprise est arrivée lorsque mon téléphone professionnel a commencé à sonner sans arrêt. Kelly a dû commencer à filtrer les appels parce que nous recevions tellement de demandes. Des restaurants, des amateurs de barbecue, des maîtres du grill de compétition, même quelques assistants de célébrités appelant au nom de leur patron qui avaient entendu parler du type de Nashville qui avait rôti sa femme. Tout le monde voulait un fumoir Old Custom Smoké. Non seulement parce que c'étaient des produits de qualité, ce qu'ils étaient, mais parce qu'ils voulaient soutenir le gars qui était devenu le héros populaire des maris lésés partout. Darren, tu en as un autre, a dit Kelly, passant la tête dans mon atelier où je finissais un fumoir offset personnalisé pour un client à Atlanta. Un monsieur de Memphis veut un fumoir premium. Il a dit qu'il avait lu un article sur toi dans un blog d'affaires et qu'il respectait un homme qui gérait ses problèmes avec classe et feu. Ces mots, pas les miens. Quel blog ? Ai-je demandé, posant ma torche de soudage. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un article intitulé « L'entrepreneur du Tennessee transforme la trahison personnelle en essor commercial, une masterclass de vengeance professionnelle ». Il avait été publié il y a 2 jours sur un site web de petites entreprises et était apparemment devenu viral dans les communautés du barbecue et des petites entreprises. L'article détaillait mon histoire avec une précision surprenante et se terminait par une citation d'un professeur d'affaires disant que j'avais démontré le pouvoir de maintenir des normes professionnelles et une dignité personnelle face à l'adversité. Je suis utilisé comme étude de cas dans les écoles de commerce maintenant ? Ai-je demandé. Je ne savais pas si je devais être fier ou horrifié. On dirait bien, a dit Kelly, souriant. Aussi, tu as 3 autres commandes de personnes qui ont spécifiquement mentionné l'article. Ton entreprise a littéralement triplé au cours de la dernière semaine. Nous allons devoir embaucher plus de soudeurs. Elle avait raison. Dans les 10 jours suivant l'audience au tribunal, mon arriéré de commandes était passé de 2 mois à 6 mois. Je recevais des demandes de fumoirs personnalisés de partout dans le sud-est, certaines personnes étant prêtes à attendre jusqu'à 1 an pour un Old Custom Smoké. L'ironie ne m'a pas échappé. Miranda avait toujours été gênée que je construise des fosses à barbecue pour gagner ma vie. Elle pensait que c'était trop, col bleu, pas assez sophistiqué. Maintenant, cette entreprise, col bleu, rapportait plus d'argent que jamais et j'étais présentée dans des publications d'affaires pendant qu'elle conduisait une Toyota Corolla 2008 avec un autocollant de pare-choc qui disait « Mon autre voiture est également décevante ». C'est là que l'inspiration m'a frappée. J'étais dans mon atelier à 2 heures du matin, mon moment traditionnel de traitement émotionnel. J'ai réalisé que je pouvais transformer tout ce désastre en quelque chose de productif, quelque chose qui honorait les hommes et les femmes partout qui avaient été trahis mais avaient gardé leur dignité.
Quelque chose avec un peu d'audace et beaucoup de potentiel marketing. Le lendemain matin, j'ai appelé Noah dans mon bureau. Mon fils avait pris une année sabbatique avant l'école de commerce et travaillait pour moi à temps partiel, apprenant l'entreprise et découvrant qu'il avait un vrai talent pour le marketing des médias sociaux. Il pouvait faire en sorte qu'une vidéo de 30 secondes de moi en train de souder de l'acier ressemble à une scène d'un film d'action. J'ai une idée, ai-je dit, sortant les croquis sur lesquels j'avais travaillé. Nouvelle ligne de produits, fumoir premium, matériaux haut de gamme, fonctionnalités personnalisées. Nous allons l'appeler la série Loyauté. Noah a regardé les dessins, puis moi, et a commencé à sourire. Papa, c'est génial. Qu'est-ce qui la rend différente de ta ligne habituelle? Chacun est livré avec une gravure personnalisée, ai-je dit, lui montrant la maquette, juste ici sur le panneau avant. De bon goût, mais visible, ne vous brûlez pas, don't get burned. Il a éclaté de rire. C'est sauvage. J'adore. Nous pourrions le commercialiser comme des fumoirs premium pour les gens qui apprécient la loyauté et la qualité. Mettre l'accent sur l'angle, les relations peuvent échouer, mais le bon artisanat dure éternellement. Exactement. Et nous les avons tarifés plus haut. Ce sont des pièces maîtresses pour les gens qui veulent que leur fumoir ait une personnalité. En une semaine, Noah avait créé une campagne de marketing entière autour de la série Loyauté. Il a filmé des vidéos de moi construisant les fumoirs, parlant d'artisanat et d'intégrité, ne mentionnant jamais directement mon divorce, mais laissant le sous-texte faire tout le gros du travail. Il a créé un compte Instagram qui montrait le processus, les détails, les produits finaux. Il a même réussi à obtenir qu'un de ses influenceurs, un pitmaster du Texas avec un demi-million de followers, présente l'un de nos fumoirs et parle de la façon dont la qualité et la loyauté ne se démodent jamais. La série Loyauté s'est vendue avant même que nous ayons fini de construire le premier lot. Nous avions des précommandes pour 30 unités à 4 600 €, environ 5 000 $ chacune, des gens demandant spécifiquement la gravure Ne vous brûlez pas. Noah gérait les médias sociaux, créait du contenu, répondait aux commentaires et était généralement meilleur en marketing que quiconque j'aurais pu embaucher. Les jumeaux, Marcus et Maya, avaient réagi au divorce à leur manière. Marcus avait commencé la boxe au gymnase local, canalisant sa colère dans quelque chose de productif. Il rentrait à la maison avec des jointures meurtries et un sourire, me disant que frapper des choses était thérapeutique et qu'il comprenait pourquoi j'aimais souder quand j'étais en colère. Il avait déjà fait 3 matchs amateurs et en avait gagné 2. Le gamin avait la détermination de sa mère et mon entêtement, ce qui le rendait fondamentalement imparable. Maya s'était lancée dans l'activisme environnemental avec la ferveur de quelqu'un qui avait besoin d'une cause sur laquelle se concentrer en dehors du drame familial. Elle avait organisé un nettoyage de ruisseaux, lancé un programme de recyclage à l'école et faisait actuellement pression sur le conseil municipal pour des panneaux solaires pour les bâtiments publics. Elle m'a dit qu'au moins les problèmes de la planète avaient des solutions, contrairement aux troubles de la personnalité de maman. Je ne l'ai pas corrigée parce qu'honnêtement, elle n'avait pas tort. Hazel avait été la plus dure. Ma petite fille de 12 ans avait toujours été sensible, le genre d'enfant qui pleurait pendant les publicités sur les chiots abandonnés. Le divorce l'a frappée durement, et je l'avais mise en thérapie avec le docteur Patricia Chan, une psychologue pour enfants spécialisée dans l'aide aux enfants pour naviguer dans la séparation parentale. C'était cher, mais regarder ma fille lutter était pire que n'importe quel prix. La semaine dernière, Hazel était rentrée de thérapie et m'avait trouvée dans l'atelier. Elle était montée sur mon établi, chose que je n'autorisais normalement pas en raison des règles de sécurité, et s'était juste assise là à me regarder travailler pendant quelques minutes. Le docteur Chan dit que je devrais te dire ce que je ressens, dit-elle finalement. J'ai posé mes outils et lui ai accordé toute mon attention. D'accord. Comment te sens-tu? Triste que maman ait fait ce qu'elle a fait. En colère qu'elle ait brisé notre famille. Mais aussi. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Fière de toi. Fière de moi? Oui. Le docteur Chan dit que tu as très bien géré tout ça. Que tu es resté calme et que tu n'as pas dit de mauvaises choses sur maman même si tu aurais pu. Que tu nous as protégés et que tu ne nous as pas forcés à choisir notre camp. Elle m'a regardé avec ses yeux sérieux qui la faisaient paraître plus âgée que 12 ans. Elle dit que tous les papas ne font pas ça.
Elle dit que certains papas rendent les choses pires, mais tu ne l'as pas fait. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine se fissurer. Une certaine pression que je ne savais pas que je retenais. J'ai essayé, ma chérie. Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça. Ce n'est pas ta faute, a dit fermement Hazel. C'est la faute de maman pour avoir fait de mauvais choix. Le docteur Chan dit que nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons. Et tu as très bien répondu. Très bien, ai-je corrigé automatiquement, puis je l'ai serré dans mes bras. Merci, ma puce. Cela signifie beaucoup. Plus tard cette nuit-là, après qu'Hazel se soit couchée, j'ai parlé à Noah de la conversation. Il a souri et a dit, tu sais quoi? Le docteur Chan a raison à propos du calme. Tu aurais pu craquer. Aurais pu faire quelque chose de stupide. Aurais pu rendre tout cela pire. Le calme est l'ingrédient secret de la vengeance, ma chérie, ai-je dit, volant la phrase d'Hazel. N'importe qui peut exploser. Il faut un vrai contrôle pour rester cool et laisser les idiots se détruire eux-mêmes. Noah a levé sa canette de coca en guise de toast. À la vengeance calme et à la série loyauté. À l'artisanat de qualité et au fait de connaître sa valeur, ai-je rétorqué. Nous avons trinqué nos canettes, et quelque part à Nashville, Miranda pleurait probablement chez sa sœur à propos de l'injustice de la vie tout en conduisant une Corolla avec 180 000 km au compteur. La fumée se dissipait, le feu était stable, et la vie commençait enfin à ressembler à quelque chose sur quoi je pouvais construire. 6 mois plus tard, la vie s'était installée dans quelque chose qui ressemblait réellement à vivre au lieu de simplement survivre. Le printemps était arrivé au Tennessee avec toute sa beauté odieuse. Les fleurs s'épanouissaient, les oiseaux chantaient, les températures étaient parfaites pour s'asseoir sur le porche et fumer de la viande tout en contemplant à quel point la vie peut changer radicalement lorsque vous arrêtez enfin de tolérer l'inacceptable. Miranda travaillait dans une plus petite agence de marketing à Nashville, une sorte de boutique qui payait probablement la moitié de ce que lui rapportait son ancien emploi. Selon Noah, qui lui parlait encore occasionnellement parce qu'il était une meilleure personne que moi, elle était en train de se trouver, ce que les personnes d'âge mûr disent lorsqu'elles ont gâché leur vie et essaient de rebaptiser les conséquences en croissance personnelle. Elle avait déménagé de chez Denise pour s'installer dans un appartement d'une chambre dans un complexe qui annonçait une vie de luxe, mais qui signifiait en réalité qu'ils avaient une salle de sport que personne n'utilisait et une piscine qui était toujours légèrement verte. La Corolla fonctionnait toujours d'une manière ou d'une autre, bien que Noah ait dit qu'elle faisait des bruits inquiétants qui suggéraient que ses jours étaient comptés. J'avais de la peine pour la voiture. Elle méritait mieux que d'être la punition de transport de Miranda. Gavin s'était apparemment enfui en Floride pour vendre des bateaux et se cacher de la honte d'être le gars qui avait jeté 1 euro à son patron avant de coucher avec la femme du dit patron. Selon la chaîne de potins d'affaires de Nashville, qui était plus fiable que CNN et plus vicieuse que TMZ, il travaillait dans une marina à Tampa, vendant des bateaux de pêche aux retraités et mentant probablement sur sa carrière précédente. La rumeur disait que son nouveau patron était un gars nommé Frank Morrison, qui se trouvait être mon cousin au second degré et connaissait toute l'histoire. Je n'ai pas confirmé ni nié cela, mais je n'ai pas non plus corrigé les gens lorsqu'ils l'ont évoqué. Certaines choses sont mieux laissées au karma et aux liens familiaux. Mon entreprise prospérait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La série Loyauté était devenue notre produit phare, avec une liste d'attente qui s'étendait jusqu'à l'année prochaine. J'avais embauché 3 nouveaux soudeurs, agrandi l'atelier et même acheté la propriété d'Ax en grave côté pour une croissance future. Il s'avérait qu'être connu comme le gars qui avait géré son divorce avec dignité et feu était excellent pour les affaires. Qui l'eût cru? Un soir de fin avril, j'étais assis sur mon porche avec une bière fraîche, regardant la fumée s'élever de mon fumoir personnel où une magnifique poitrine de bœuf atteignait la perfection. Noah est sorti et m'a rejoint, apportant sa propre bière parce qu'il avait 18 ans et que j'ai pensé que s'il était assez adulte pour regarder le mariage de ses parents imploser, il était assez adulte pour une bière sur le porche avec son vieux père. Papa, a dit Noah après quelques minutes de silence confortable. Tu as vraiment géré tout ça comme un pro. J'ai souri, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des nuances d'orange et de rose. Mon fils, parfois, tu n'as pas besoin de combattre le feu par le feu.
Tu as juste besoin de laisser les idiots allumer l'allumette eux-mêmes et de te tenir assez loin pour profiter du spectacle sans te brûler. Ça va sur un t-shirt, a dit Noah en riant. Les étoiles ont commencé à apparaître. Le fumoir fonctionnait régulièrement. Et à l'intérieur de la maison, j'entendais les jumeaux se disputer sur quelque chose de dénué de sens pendant qu'Azel pratiquait le piano. Ma maison était à nouveau remplie des sons de la vraie vie. Désordonnée, bruyante, imparfaite, mais réelle et honnête. Quant à ce billet de 1 euro, il était maintenant encadré dans mon bureau, accroché juste au-dessus de mon bureau où je pouvais le voir tous les matins. Juste en dessous, dans une plaque de métal personnalisée que j'avais fabriquée moi-même, se trouvait ma devise d'entreprise, respecter l'homme avec de la graisse sur les mains.